J'en avais déjà un petit peu parlé, je l'avais montré à la dernière fabrique de pair à pair, mais il y a eu moins de monde dû à des désistements à la fin de l'année, tout ça. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même faire une vidéo. Puis le Covid qui revient, tout ça, je me suis dit, allez hop, faut s'y remettre à faire des vidéos. Du coup, aujourd'hui, là, je voulais faire une sorte de mini-formation, en fait, présentation, en fait, d'un atelier que j'avais un peu préconçu sur Godot. Godot, c'est un moteur de jeu qui permet de créer des petits jeux vidéo, à la fois en 2D et en 3D, et je le trouve particulièrement bien pour en médiathèque, parce que je trouve qu'il est simple à apprendre. Alors bon, comme tout moteur de jeu, il y a quand même une certaine complexité, hein. Euh, mais l'interface, vous verrez, est vraiment bien faite, et aussi il est très léger, très facile à installer sur les ordinateurs, parce qu'il est libre et pèse pas lourd et demande assez peu de ressources. Du coup, sur les ordinateurs qui sont en médiathèque, ça marche très bien. Alors, l'objectif de cette présentation, atelier découverte, etc., ça va être un petit peu de montrer, de faire découvrir les bases de Godot, les concepts de base aussi. On verra ce que c'est qu'une scène, ce que c'est qu'un nœud, comment on gère les scripts. Il y a aussi les petits signaux parce que les nœuds peuvent communiquer ensemble, on va voir. Et aussi juste un peu les étapes, le cheminement d'un projet, comment on crée un projet de jeu, comment on importe des ressources, comment on monte sa scène, et comment on finalise tout ça, on relie tout ça avec des scripts et on exporte, et à la fin de notre petite application et tout. Du coup, si vous avez jamais touché à quoi que ce soit de tout ça, c'est pas très grave. De toute façon, là, on va vraiment voir toutes les bases. Et l'idée, c'est que ça dure environ entre 1 heure et 2 heures, comme pour vous, pour un atelier. Parce que c'est comme ça que j'avais un peu conçu cet atelier-là. Et l'idée, c'est vraiment de voir les bases à la fois de Godot, pour faire découvrir cet outil-là, mais aussi les bases de la programmation, c'est quoi, etc. Si vous en avez jamais fait, c'est pas grave, on va voir les bases. Et du coup, on va faire ce que là on voit sur mon écran. C'est un petit jeu très très basique, basé sur un peu la petite boule magique qu'on secoue et qui nous donne une réponse à nos super questions. Donc là, je vais tout de suite lui poser une question. Je vais dire, est-ce que cet enregistrement de vidéo, de tuto, va bien se passer? Bon, pas du tout. Sûrement qu'il va y avoir des bugs d'enregistrement comme il y en a toujours, ou quelqu'un va m'appeler en plein milieu, ou un truc du genre. Une autre petite deuxième question. Est-ce qu'au moins ça va plaire à tout le monde? Voilà, au moins il y a une bonne petite nouvelle. Et voilà. Du coup, l'objectif, ça va être de faire ça. Bon, ça paraît pas comme étant grand chose, mais l'avantage aussi de la manière dont j'ai conçu ces petits ateliers, c'est qu'en fait, ça va être une base, et après, on va pouvoir créer d'autres jeux à partir de ça. C'est-à-dire, bon là, on pose juste une question, ça répond par oui, peut-être, non, etc. Mais concrètement, on peut faire ce qu'on veut avec, c'est-à-dire qu'on peut poser d'autres questions. Ça se trouve, c'est pas des questions, mais c'est juste un générateur de gages. On peut faire à peu près ce qu'on veut, mais la base, c'est, il y a une liste de réponses. Quand on clique, ça va dire, bah vas-y, donne-moi une de ces réponses. Ça choisit une de ces réponses de manière aléatoire. Et en plus, il y a des petites animations. Là, j'ai deux petites boules différentes de deux images qui s'affichent. Il y a du bruit, etc. Donc, on va voir comment faire tout ça. Alors, pop hop, je dois suivre aussi à côté mes petites notes. Pop hop hop. Alors, du coup, voilà, je vous ai montré la démonstration du jeu. Alors, avant tout ça, avant de faire tout ça, va falloir vous munir de Godot. Donc, il faut aller sur Godot engine.org. Vous allez dans Download. Alors, malheureusement, Godot, même s'il y a des parties qui sont traduites en français, comme la plupart des logiciels libres et open source, c'est toujours que partiellement traduit. Donc voilà, hein. Après, je trouve que c'est quand même plutôt bien. Il y a des ressources en ligne, et ça, je vous en parlerai juste après. Du coup, la dernière version là, qui est toute récente du 22 décembre, c'est la 3.4.2. Donc moi, je l'ai déjà installée, mais voilà, vous l'installez ici. Bon, moi, je suis sous Linux, ça le détecte, mais si vous êtes sous Windows, vous cliquez Windows. Si vous téléchargez la version standard, en général, c'est 64 bits pour vos ordinateurs. Et voilà. Pour apprendre, il y a l'onglet Learn qui vous amène sur la documentation. Si vous, c'est pas en français, tout en bas à gauche, vous cliquez là-dessus, bim, et vous pouvez cliquer sur FR. Donc encore une fois, tout n'est pas traduit en français, mais une majorité oui. Malheureusement, j'ai découvert juste là tout à l'heure que en fait il y avait un super tuto dans la section pas à pas qui s'appelait votre premier jeu 2D, qui maintenant ils ont déplacé, mais en le déplaçant,
Et ben, ils ont dû oublier la traduction française parce que maintenant quand on clique dessus, et ben c'est en anglais. Ce qui est un peu étrange parce qu'ils avaient tout de traduit en français. Enfin bon, ça se trouve là, c'est récent, c'est les fêtes, donc dans quelques jours, ils vont se dire oh merde, c'est vrai, on avait la version française, ils vont bien la remettre au bon endroit. Enfin voilà. Sur le site de la Malapixel, j'avais fait un article sur les logiciels libres de création. Voilà, il y a Inkscape, Krita, blablabla, et il y a Godot. Donc là, je fais une petite description de ce qu'est Godot. Je remets les liens vers le site, la documentation, et quelques vidéos sur YouTube qui vous permettent d'apprendre ou d'aller plus loin suite à ce que je vais vous faire aujourd'hui. Là, j'ai le lien vers les ressources que moi j'ai créées et qu'on va utiliser pour le tuto, mais ça, je vais vous les remettre de toute manière dans la description. Donc voilà. Alors, une fois que bah, on a fait tout ça, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble Godot. Pouf, voilà. À quoi ça ressemble. Comme ça, je vais vous expliquer un peu les concepts de base. Comme ça, là, vous êtes toujours un peu en mode spectateur, vous écoutez et tout. Et puis après, on va faire bim, et ça va aller vite, vous allez voir. Non, je rigole. On va y aller tranquillement. Parce qu'il y a quelques petits trucs à apprendre. Mais ça va. J'ai vraiment fait en sorte que ce soit relativement simple à digérer. Du coup, que je mette bien mes notes au bon moment. Donc, en fait, quand on va créer un jeu, parce que bon, là, le jeu est déjà créé, en fait, tout va être stocké dans un petit dossier, et ça va être ce qu'on va appeler le projet du jeu, le projet Godot. Donc là, est-ce que moi je l'ai? Je vais vous le montrer. Alors, moi, j'ai mis ça où dans Bureau, projet Godot, démo Godot, voilà. Donc en fait, tout ce qu'on voit là, c'est dans ce dossier-là. Et en fait, c'est exactement la même chose qu'on voit ici dans le système de fichiers. Donc ça, le système de fichiers, en fait, c'est juste la manière dont on va ranger les choses dans notre projet. Voilà. Je reviendrai dessus un petit peu plus tout à l'heure quand on importera des choses, mais pour le moment, il n'y en a pas trop besoin. Voilà. Ensuite, toutes ces choses-là, en fait, on va toutes nos ressources, par exemple là dans les ressources, on va voir que j'ai plein d'images que j'ai importées. Je vais vouloir les mettre dans ma scène. La scène, c'est ce qu'on voit ici, mais c'est aussi, là, la partie gauche, on voit l'onglet scène. Là, ça va être en fait la hiérarchie de tout ce qu'il y a dans ma scène. Tous les éléments, voilà, on voit une ligne, c'est un élément. Ces éléments, dans Godot, ils appellent ça des nœuds. Et il y a plusieurs nœuds différents sur lesquels on va mettre des choses différentes. Par exemple, j'ai un nœud pour mon fond. Donc, quand je le sélectionne, on voit que ça sélectionne mon fond. Quand je sélectionne image, ça sélectionne mon image. Donc on voit, d'ailleurs, si je clique dessus, je peux la déplacer, etc. Mon petit CTRL Z hein, pour la repositionner. Donc voilà, ça c'est la hiérarchie, ce qui fait qu'aussi que l'ordre est assez important. Parce que là, mon fond, il est tout en haut, mais ça veut dire en fait qu'il est tout en dessous. Parce que si je le change de place et je le mets par exemple là, il va être au-dessus de mon image. Du coup, bah, mon image, je la vois plus. Donc voilà. Donc ça c'est juste une autre représentation de ce qu'on voit ici. Et là c'est un peu la scène de comment on va le voir quand on lancera le jeu. Voilà, donc ça c'est plus graphique. Là c'est plus lien hiérarchique. Quand je dis hiérarchie aussi, c'est qu'on voit que là il y a une sorte de petite indentation entre bouton et texte bouton. Et en fait c'est parce que bah, en fait, l'un est le parent de l'autre, ou l'un est l'enfant de l'autre. Du coup, si on déplace le bouton, comment dire, le texte vient avec. Si je cache l'un, l'autre est caché avec, et ainsi de suite. Du coup, voilà. Mais surtout, depuis tout à l'heure, je clique sur des choses, là, sur des nœuds, et on voit qu'il y a un truc qui bouge à droite, là, dans l'onglet inspecteur. Et en fait, c'est que, comme je disais, il y a plein de nœuds différents. En vrai, on pourrait créer nos propres nœuds. Un nœud, ça veut juste dire un élément, et cet élément, il a des caractéristiques. Mais comme quand on fait un jeu vidéo, souvent on réutilise les mêmes éléments, c'est-à-dire je veux mettre une image, je veux mettre un son, je veux créer une animation. Bon là, je parle que 2D, mais si on est en 3D, je veux mettre, je sais pas, une plateforme, un élément d'interface, etc. C'est plein d'éléments de jeu qui vont demander certains paramètres différents. Alors, au lieu de le recréer à chaque fois, et de mettre tous les petits paramètres différents que là on voit sur la colonne de droite, inspecteur, et ben Godot a pré-créé plein de nœuds comme ça, qu'on verra, qu'on pourra ajouter en cliquant là sur le plus.
pour ajouter un nœud à notre scène. Voilà, ils disent nouveau node parce que c'est le mot anglais. Et là, en fait, là, il y en a plein. Alors là, on dirait qu'il n'y en a pas tant que ça, mais en fait, c'est parce qu'il y a des catégories. Rouge, je crois que c'est pour 3D. Donc là, il y en a plein en 3D. Alors moi, tout ça, je les connais pas tous, hein. Voilà. Contrôle, c'est plus pour l'interface, je crois. Voilà, on voit label, etc. Bouton. Bleu, c'est Node 2D, donc le jeu 2D. Donc voilà, il y a plein de choses, des lumières, des caméras, trucs animation. Enfin voilà, il y a plein de choses. Encore une fois, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Et de toute façon, c'est à force qu'on apprend. Mais voilà. Et du coup, tous ces nœuds-là, ils ont des caractéristiques. Et on les voit à droite, là, dans l'inspecteur. Donc par exemple, on voit que en fait, mon fond, en vrai, c'est moi qui l'ai renommé fond. Mais si voilà, je survole, c'est marqué type texture rect. Pour en gros, c'est un rectangle sur lequel on peut mettre une texture, à savoir en fait une image. Donc là on voit d'ailleurs aussi le nom, la texture act, et on voit qu'il y a plein de caractéristiques différentes qu'il peut avoir. Ici on peut sélectionner d'autres, on peut rajouter d'autres textures. Bon là il met plein de trucs bizarres, ça encore une fois, c'est beaucoup de choses, mais nous en fait on va surtout dans charger la plupart du temps pour charger nos textures qui sont en fait ici, là dans les ressources, j'ai plusieurs autres fonds. On voit la position, la taille, des choses comme ça. Enfin voilà. Euh, donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là on voit il y a un petit symbole, encore une fois on en reparlera un petit peu plus tard. Ces petits symboles en fait c'est des signaux, ça veut dire que des éléments peuvent envoyer des signaux aux autres. D'ailleurs quand j'ai cliqué dessus, pouf, là en fait c'est allé dans l'onglet nœud, il y a l'inspecteur, mais l'onglet nœud c'est l'onglet nœud du nœud. Et en fait il y a plein de signaux qui peuvent renvoyer. Et c'est très utile pour, par exemple, moi là le signal est sur le bouton parce que j'ai envie que quand on appuie sur le bouton il va envoyer un signal et il va nous dire hey, on m'a appuyé dessus et ça va permettre de déclencher d'autres actions. Donc voilà, ça c'est un truc à savoir qu'on va utiliser tout à l'heure. Du coup voilà. Comment dire, on va passer à la création comment dire, de notre jeu. Maintenant que j'ai un peu dit la base, bon, là je vais dire aussi d'autres choses qu'on va pas vraiment se servir, mais ce qu'il y a au centre, c'est la scène, mais au sens visuel. En fait, il y a la partie au centre, en fait, on peut la diviser, enfin, on peut la faire changer en plusieurs zones différentes. Enfin, modes différentes, il y a le mode 2D, le mode 3D, bon là nous c'est un jeu en 2D, du coup de toute façon il n'y a rien là-dessus, il y a le script, donc ça le script on verra tout à l'heure parce qu'on va en faire un petit peu, là ça paraît, wow, il y a des couleurs différentes partout, on ne comprend pas, mais en fait c'est très 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 simple, vous allez voir. Asset Lib, je vais pas cliquer dessus, mais en gros c'est une bibliothèque de ressources en ligne qu'on peut télécharger pour créer nos propres jeux, mais on va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, et on reclique sur 2D et on a le mode 2D de notre scène. Du coup, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire pour la partie du centre. Et en dessous, là, il y a marqué sortie. En fait, quand on clique dessus, on peut voir plein de petits éléments d'information qu'on verra peut-être tout à l'heure quand on code. Mais enfin, voilà, ça, c'est la base du jeu de Godot dans l'interface. Du coup, maintenant, on va s'y mettre et on va créer notre jeu. Hop, du coup, je vais faire projet et quitter vers la liste de projets. Non, ne pas enregistrer. Voilà. Hop, ça n'avait plus besoin. Voilà. Donc ça, en fait, quand vous allez lancer Godot pour la première fois, vous allez avoir ce petit écran-là. Alors moi, j'ai déjà deux petits jeux que j'avais fait. Un autre un peu plus compliqué que j'ai toujours pas terminé. Mais nous, on va créer un nouveau projet. Donc on fait nouveau projet. Il nous demande de faire un nom de projet, donc moi je vais rappeler ça boule magique. Voilà, il me dit où est-ce que je le stocke, c'est très bien. Ça, le mode de rendu, il y a deux modes de rendu différents. Franchement, moi je connais pas vraiment créer un dossier, voilà. Oui, il veut qu'on crée un dossier parce que sinon il dit, il faut qu'il soit dans un dossier vide, voilà. Le moteur de rendu, là ils disent ce que ça fait, de ce qu'il y a de différent. Moi franchement je vois pas trop la différence. Enfin j'ai jamais fait des jeux suffisamment gourmands pour que j'ai besoin de choisir le 2, donc moi je choisis celui par défaut le 3, donc voilà, créer et ouvrir. Hop. Donc voilà, là on est dans notre scène, bon là c'est la scène 3D, donc on va cliquer sur 2D tout de suite, parce que voilà.
Si on veut, on peut toujours changer vers le numéro 2, là, voilà, donc ça nous dit enregistrer, redémarrer. Hop là, voilà, ça redémarre. Comme ça, je suis en JLES2. Bon, limite, on va laisser en 2, comme ça, maintenant, c'est fait. Et voilà. Je sais pas si ça va me poser problème plus tard. Enfin bon. Du coup, le premier truc qu'on va faire, c'est déjà se dire, bon, moi j'ai déjà tout préparé, mais quand moi avant qu'il soit terminé mon projet, parce que bon, c'est cool, j'ai terminé, j'ai dû me poser des questions sur comment j'ai envie de monter ma scène, comment je dois... mon jeu, c'est en gros, on roule un dé, le dé il tombe sur une face, ça choisit une liste de réponses en fonction du dé, on va dire. Si ça tombe sur 1, ça me donne telle réponse, ça tombe sur 2, ça donne telle réponse. Ok. Du coup, si moi je veux rouler un dé et avoir une réponse qui s'affiche, qu'est-ce qu'il me faut comme élément? Je vais commencer à rajouter des nœuds. Il me faut déjà peut-être un bouton pour cliquer. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut se poser des questions. Ok, je veux un endroit pour afficher la réponse, donc forcément du texte. Euh, des choses comme ça. Bon, après, je voulais rajouter une image, voilà, mais ça, on va voir au fur et à mesure. Donc déjà, bon, je mets scène 2D. Quand on clique sur scène 2D, ça crée un nœud de base, le nœud Node 2D, qu'on peut renommer comme on veut. Ça va être notre nœud principal. On va lui donner aucune caractéristique, mais ça va être le parent du reste. Du coup, voilà, donc moi je vais l'appeler bool parce que c'est le nom de notre petit jeu, du coup voilà. Et quand je vais rajouter un autre nœud, donc par exemple le bouton, donc pour le bouton, soit on peut faire clic comme ça et on le cherche, hop, alors c'est où déjà bouton, je sais plus. Base button, donc c'est là-dedans, et bouton, voilà, on peut faire comme ça. Hop, ensuite je le retrouve ici. Hop, je peux le déplacer en cliquant à l'intérieur et le redimensionner en cliquant sur les petits coins là. Voilà. Mais souvent, quand on sait ce qu'on veut, c'est un peu énervant de devoir tout rechercher dedans. Du coup, je reclique sur bool parce que sinon, ça va être l'enfant de bouton. Je clique sur dessus et par exemple, là, je sais que je veux un label. Label, c'est le nom du nœud pour le texte. Donc, j'ai juste à le taper dans la recherche. Hop, j'appuie sur entrée, bim, ça me crée le label. Super. Donc, voilà. Donc, par contre, quand je déclique, le label il disparaît, on ne sait pas où il est, mais quand on clique dedans, c'est bon, il est resélectionné. Donc voilà, j'ai mes deux éléments de base. Maintenant que j'ai mes deux éléments de base, on peut partir justement à commencer à faire du code, parce que je sais que c'est ce qui fait parfois peur à tout le monde et tout, mais en fait c'est relativement simple. Après, je vous le cache pas que quand on crée quoi que ce soit sur ordinateur, surtout avec du code, environ 80% du temps qu'on va passer, on prévoit pas de passer 80% du temps à faire ça, mais on va passer 80% du temps à revoir notre code parce que finalement il y a un truc qui cloche. C'est-à-dire que nous au début on va poser les bases, on va se dire trop bien, voilà, c'est sûr que ça va fonctionner, c'est exactement ça que je veux que ça fasse. Hop, on appuie sur le bouton, soit ça marche pas directement et là du coup on commence à taper dans les 80%, soit ça marche mais pas exactement comme vous voulez et du coup on modifie quelques paramètres et finalement voilà, et il y a une erreur ou ça je sais pas le faire, du coup je vais sur internet, je trouve une réponse, je copie-colle un morceau de code, je le réintègre dans le mien. Et voilà, ça c'est les 80% du raffinage du code. Donc en fait c'est souvent comme ça parce que voilà, l'ordinateur est une machine complexe et on parle pas du tout la même langue. Et, nous étant en cours d'apprentissage, à chaque fois ce qu'on va faire, et même les professionnels à vrai dire, une grande partie du temps ça va être de raffiner son code et de savoir ce qui cloche, ce qui va pas, parce que il y a toujours un petit, on va dire, une petite différence entre ce qu'on pense que forcément ça va marcher dans notre tête et ce qu'on arrive à écrire. Donc voilà. Mais vous allez voir, c'est assez simple et surtout quand on suit un tutoriel et une formation, c'est d'autant plus simple. Et là, l'idée c'est que qu'on fasse un truc ensemble que vous pourriez réutiliser sans problème et le refaire en atelier. Du coup, voilà. Avant de commencer à faire du code, par contre, on va juste faire un truc. On va faire ce qu'on appelle les paramètres du projet. Donc là, on a le menu là-haut, voilà, il y a scène, projet, etc. Bon, il y a très peu de menus, à vrai dire, là-haut. On va dans projet, paramètres du projet. Et alors là, il y a beaucoup de choses en vrai. Mais encore une fois, c'est parce que parfois, c'est pour des projets qui sont très très grands. Mais nous, en fait, ce qu'on veut modifier,
si on va modifier, c'est là le petit contour qui est bleu, enfin il est léger, on le voit pas beaucoup, mais c'est que quand on appuie sur play en fait, alors bon, quand j'appuie sur play, voilà, il va dire veuillez sélectionner la scène, voilà, on sélectionne le dossier actuel, euh, on va sélectionner une, ah oui, bah c'est parce que j'ai pas sauvegardé ma scène. Donc on va, voilà, en effet, il y a marqué en haut non enregistré, petit truc, hop. Donc ça dit enregistré. J'ai fait CTRL S, enregistrer la scène sous. Sinon, hein, si vous aimez pas les raccourcis clavier, scène, enregistrer la scène. Je vais l'appeler boule, voilà, automatiquement. Ça prend le nœud, nœud parent. C'est .tscn, c'est le format des scènes sur Godot. On fait enregistrer, bim, et là on la voit dans mon système de fichiers en bas à gauche. Du coup, maintenant, voilà, ça a bien un nom. Et quand je vais cliquer sur Play, maintenant il va me dire, voilà, quand vous voulez lancer votre jeu, il faut choisir une scène par défaut, parce que parfois il y a des jeux qui ont plusieurs niveaux, chaque niveau va être une scène, et c'est lequel qu'on lance quand on appuie sur Play. Donc voilà, sélectionner le dossier actuel, et du coup ça sélectionne celle-ci, quoi. Et là on voit, du coup, ça c'est mon jeu. J'ai mon petit bouton, je peux cliquer dessus, mon label je le vois pas, parce que de toute façon il n'y a aucune information, ça sert relié à rien. Mais surtout, moi, comme vous avez vu au début, le jeu, je voulais que ça soit dans un carré, donc on veut que cette fenêtre, elle ait une forme de carré. Là, pour le moment, elle a d'autres proportions. Donc on va les changer. On va aller dans Projet, Paramètres de projet. Pop, pop, pop. Je crois que c'est vers le bas. On descend, on descend, on descend. Peut-être pas autant. Display Window, voilà, c'est dans Display Window. Et là, on voit que width, ça veut dire largeur, c'est à 1024. On va mettre 600 aussi. Voilà. Et je crois que c'est tout. Pop, 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 voilà. Donc ça c'est bon, là on voit que maintenant en cliquant avec je clique sur la molette de la souris et je maintiens appuyé pour bouger la scène. Si j'appuie sur sortie, ça va cacher ça. On voit qu'en fait là, la scène, enfin ça a changé de taille. Là, même quand j'appuie sur play, pareil, c'est un carré. Très bien. On va faire un autre truc maintenant, on va importer les ressources. Truc que je n'ai pas fait. Normalement, pour importer les ressources, j'ai juste à cliquer sur... J'ai téléchargé mes ressources là, j'ai juste à glisser-déposer là-dedans. Hop là, voilà, j'ai importé mes ressources là-dedans, elles sont toutes ici. Donc c'est aussi simple que ça. Donc voilà. Maintenant que j'ai importé mes ressources, j'ai modifié la forme de l'écran, ça je viens, et que j'ai mes nœuds principaux, et ben on va commencer à coder tout ça. Du coup, pour rajouter un script dans Godot, en fait, on l'attache à un nœud. Donc là, on va l'attacher à un nœud. Pouf, je sélectionne là le nœud principal de la scène, voilà, pas besoin de se casser la tête. Et quand j'appuie sur le petit sort de parchemin avec un petit plus, ça va ajouter le script au nœud sélectionné. Donc là, ça dit attacher attacher un script au nœud. Voilà, il y a plusieurs langages, mais nous, on utilise GDScript, qui est le langage de Godot, qui ressemble très fortement au Python si vous connaissez ce langage. Du coup, voilà. Ça dit hérite de... Ça, je sais pas trop exactement comment l'expliquer, ni je le comprends. Voilà, mais il est attaché à un nœud et il hérite de ses paramètres, j'imagine, et de toute la hiérarchie qui suit. Donc nous, justement, on veut qu'il soit sur celui-là. On peut créer des modèles, mais nous, non. Là, chemin, voilà. Ça, c'est chemin, c'est où il le sauvegarde, en fait, dans notre système de fichiers. Très bien. Donc, voilà, il nous trouve un nom, boule.gd. Donc, GDScript, très bien, c'est très bien. Hop, créer, voilà, hop. Voilà, génial. Ça s'affiche. Et du coup, automatiquement, ça nous met dans le petit onglet script. Et ça nous affiche un code un peu de base. Ce qui est super parce que ça va me permettre de faire la petite transition à la partie où là encore c'est moi qui vous parle un petit peu, là vous faites que regarder, on va parler un peu de théorie du code comme j'ai parlé tout à l'heure de l'interface, puis après on va commencer à faire. Du coup, en fait, le code, la programmation, hein, c'est deux choses différentes. Programmer, ça peut se faire sans code, mais le code, c'est le style, le langage, là, la manière dont on va programmer, là, c'est avec du code, c'est avec des lettres et du code, des phrases, quoi, si on veut, que l'ordinateur va comprendre. Nous, le langage qu'on va utiliser, comme je disais, c'est GDScript. Et il y a quelques concepts à comprendre pour pas être complètement largué. Là, pour les prochaines étapes, et un petit peu comprendre ce qui se passe. Donc déjà, le premier truc à comprendre, c'est la syntaxe. C'est-à-dire que chaque langage a une certaine syntaxe, c'est-à-dire une manière d'écrire.
parce que en fait l'ordinateur il va comprendre, il va interpréter ce qu'on lui écrit d'une manière différente, en fonction de comment on l'écrit et du coup en fonction de la syntaxe. Par exemple, là, le texte qui nous génère automatiquement, on voit qu'il y a des trucs, il y a des termes qui sont de couleurs différentes, il y a du texte qui est grisé, là on voit que là ici on a mis une tabulation et du coup il y a un petit symbole, et du coup tout ça, c'est des formes de syntaxe qui vont faire que l'ordinateur, il va interpréter, enfin, du coup là, surtout Godot, le logiciel va interpréter le code d'une certaine manière. Donc il y a des choses qu'il reconnaît, bah, par exemple extend, note 2D, funcready, tout ça, c'est des choses qu'il reconnaît, qu'il va identifier, donc c'est pour ça qu'il est color. Il va aussi identifier ça, bon, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il appelle une couleur. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Là, par exemple, en fait, tout ce qui est grisé, c'est ce qu'on appelle un commentaire. C'est très utile parce que justement, ça, en fait, la syntaxe qu'on utilise, c'est qu'on met un dièse devant et ça dit à l'ordinateur, en fait, de Ouah, non, en fait, tu lis pas cette ligne, t'as pas besoin de la lire. Justement, ça c'est pour moi, t'as pas besoin de t'en soucier. Parce que si justement, eh ben, on enlevait le dièse, là il y a une ligne, et là justement, oh là là, il y a marqué erreur. Donc là, quand vous voyez un message comme ça, c'est marqué 4,1. Alors le virgule 1, je sais pas, mais en gros 4, c'est ligne 4, ok. Et du coup, ça dit unexpected token, voilà, identifier declare. En gros, il se dit, bah déclare, je sais pas ce que c'est, enfin, c'est pas un mot que j'ai dans mon vocabulaire. Du coup, tout ce qui suit non plus, je comprends pas ce que tu veux dire. Du coup, voilà, là, il est pas content parce qu'il y a un truc auquel il s'attend pas, et du coup, on lui a pas soit suffisamment donné d'informations pour qu'il puisse interpréter cette phrase, soit c'est parce qu'en fait, c'est juste un truc que moi je veux pour moi, c'est dire un commentaire, dire ah ouais, ça c'est la partie qui fait ça, ou alors là j'ai rien compris ce que j'ai fait mais ça marche quand même, ou alors, euh, ou alors parfois c'est des paramètres qu'on veut, on fait des tests, on a plusieurs lignes et on veut juste en commenter une, et voilà, on verra ça plus tard. Mais voilà, un commentaire, ça sert à ça. C'est quand on veut mettre une phrase que l'ordinateur n'est pas censé interpréter. Voilà, on met le petit dièse, et hop, voilà. Ouf, et là, il est apaisé, il se dit, tout va bien. Il n'a pas besoin de lancer l'alerte rouge et tout. Je comprends tout. Ça, j'ai pas besoin de le lire. Il fait genre, il lit ça, et après, il fait, ah non, ça, j'ai rien vu. Il va, hop, il est direct. Et voilà, et du coup un commentaire c'est pas mal pour dire ici il se passe ceci, voilà. Et bon, c'est pas très, pas très pertinent comme morceau de code, mais quand on travaille à plusieurs euh, et qu'on donne son code à quelqu'un d'autre, bah, c'est bien de le commenter pour savoir ce qui se passe, parce que parfois il faut vraiment se dire ah qu'est-ce qu'il a essayé de dire ici, ou là là, et si c'est commenté, bah, c'est mieux. Ou alors si vous faites un atelier et pareil, c'est un collègue qui fait l'atelier, ou alors c'est un truc que vous avez fait il y a plusieurs mois et là il faut s'y remettre. Eh bien, le fait d'avoir commenté son code, ça permet de vraiment comprendre, ah ok, là c'est la partie qui va lancer le dé, là c'est la partie qui va faire que, je sais pas, l'image elle s'affiche. Voilà, et ben mettre un commentaire ça sert à ça. Donc voilà, bon j'ai pris un peu beaucoup de temps pour expliquer ce que c'est un commentaire, mais voilà, ça explique un petit peu tout ça. Donc la syntaxe ça va être la manière d'écrire les choses. D'ailleurs, on va voir que on peut pas écrire n'importe quoi. Par exemple, quand on va créer une variable, je vais expliquer ce que c'est qu'une variable, parce que là on voit c'est marqué là on va écrire une variable. Là la variable elle s'appelle a, donc là si je décommente ça, là il va être content parce que c'est quelque chose qu'il comprend. Mais ma variable, je peux pas mettre d'espace. Si je l'appelle super euh, variable, ça marche pas. Alors là il va rien dire. Ah si, voilà. Voilà, ça marche pas du tout parce qu'en fait, pour lui, du coup, c'est deux mots complètement différents. Et le nom super variable, c'est censé excusez-moi, il y a une mouche. C'est censé représenter la même chose. Voilà, c'est nous dans notre tête, on sait que super variable, c'est le nom, c'est le nom de la variable, elle est juste géniale. Mais c'est un seul truc, c'est identifier qu'une seule chose. Mais là, lui, il comprend rien. Il y a deux mots. Du coup, en général, voilà, on met soit un tiret du bas, comme ça, un tiret du milieu. Normalement, non, d'ailleurs, il n'aime pas les tirets du milieu, donc j'ai n'importe quoi, tirer du bas, voilà. On peut aussi mettre des chiffres, mais que à la fin. On peut pas commencer par un chiffre, il y a des choses comme ça, mais voilà. Mais de toute façon, en général, on va écrire comme ça, soit avec des tirets du bas, soit alors avec cette méthode-là qu'on appelle le camel case, comme justement l'idée du dromadaire ou du chameau, à chaque fois qu'il y a un nouveau mot, hop, une majuscule, enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. Du coup, voilà. Donc ça, c'est encore une fois, c'est de la syntaxe. Pareil, à la fin d'une phrase, dans certains langages, il faut mettre un point virgule pour dire j'ai fini ma phrase.
Alors là, il a pas l'air d'être mécontent, mais l'avantage du GZScript, c'est qu'il il en a pas besoin, donc voilà. Ce qui fait qu'il va comprendre qu'on passe à une nouvelle phrase, en gros, une nouvelle déclaration, un nouveau truc, c'est qu'on va à la ligne et on écrit quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que voilà, var, voilà, et on va appeler ça mon autre variable, voilà, qui est égal à, et là on va dire que ça s'appelle coucou, voilà. Du coup, pour lui, là, il se dit, ok, il y a eu, c'est aller à la ligne, donc c'est deux étapes distinctes, etc. Par contre, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a justement une indentation, on a appuyé sur tabulation, et un peu comme ici, là, dans la hiérarchie, ça veut dire qu'en fait, cette déclaration, cette phrase, elle est enfant de celle qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ça lui permet de comprendre que ça fait partie de ce qu'ils appellent la fonction ready. Voilà, elle fait partie de la fonction ready. Que si par exemple j'écris ça, moi j'aurais créé un autre pass, je sais pas s'il va être mécontent, mais voilà. Normalement, pass là pour lui, ça fait pas partie de la fonction ready. Que si je fais ça, hop là en effet, ça en fait partie parce que justement, grâce à la tabulation, voilà, ça montre que ça en fait partie. Enfin voilà. On verra ça tout de suite quand on commencera à coder nous-mêmes. Du coup, j'ai prononcé le mot variable. Une variable, c'est une des bases. En gros, moi, ma manière de l'écrire, c'est je vois un peu ça comme... c'est une valeur qui va varier. On lui donne un nom. Mais moi, je vois un peu ça comme une sorte de boîte dans laquelle on va donner, dans laquelle on va mettre une valeur. C'est-à-dire, moi, je dis, voilà, je crée ma boîte, voilà, qui s'appelle super variable. Et dedans, dès le départ, là, dès le départ de mon code, je l'ouvre, je mets le chiffre dedans et je la referme et voilà. Et après, je vais pouvoir la réutiliser à peu près partout où je veux. On va même pouvoir lui changer sa valeur si on veut et dire bah non en fait t'es plus égal à 2 mais t'es égal à 4, etc. Et voilà. Donc ça sert à ça une variable. Ça va être une valeur qui varie. Moi dans ma tête, pour que ce soit plus simple, je me dis que c'est comme une petite boîte. mais voilà. On peut d'ailleurs déclarer une variable au début sans lui donner de valeur. On dit juste bah voilà il y a une boîte, une variable qui s'appelle super variable mais je te donnerai une valeur plus tard si ça me chante, etc. Donc voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle les fonctions, donc là il y en a une, la fonction ready, là il y en a une autre qui est commentée qui s'appelle fonction delta. On peut créer aussi notre propre fonction. En fait, moi la manière dont je vois, pour moi je vois un peu la fonction, c'est comme si c'était un sort de magie, quoi. Si on lance le sort, on a un nom pour le sort, pour le lancer, et ça fait un effet. Voilà, je sais pas, vous connaissez tous les sorts de Harry Potter, etc., ou de jeux vidéo, je ne sais quoi, ou de séries, bah voilà, là c'est un peu pareil. Donc il y a des sorts qui sont déjà prêts, enfin des fonctions du coup, hein, qui sont pré-écrites dans les langages en général. Là dans Godot, il y en a qui sont préexistantes, comme la fonction ready, etc., qui font des trucs déjà spécifiques. On en verra d'autres aussi. Mais on va aussi créer nos propres fonctions. Parce que parfois, ce qu'on veut faire, ça n'existe pas déjà. Et du coup, on crée notre propre petit sort à nous, qu'on lance un peu quand on veut. Voilà. Donc ça, c'est un peu comme ça que je décris une fonction. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière de le dire. On peut dire aussi c'est une recette, c'est machin. Voilà, bon, c'est un petit robot qui exécute une petite séquence de tâches. C'est comme vous voulez. Moi, là, je dis que c'est un sort parce que je trouve que c'est assez simple à dire ça comme ça. Puis ensuite, bon, on va voir plein d'autres trucs, notamment des conditions. Donc c'est une manière de programmer, de coder, de dire, bah voilà, s'il y a telle condition, bah fais ça, si ceci, fait cela, etc. Donc voilà, nous on fera ça notamment quand on roulera notre dé. Bon, là je parle beaucoup, là hop on s'y met, là c'est la dernière fois que je fais une petite pause comme ça de théorie. Là on va rentrer dedans directement dans la pratique. Et du coup voilà, donc on va commencer par virer tout ça parce que ça nous sert à rien. Parce qu'on va créer notre propre truc. On laisse extend notre 2D parce que c'est ce qui fait qu'en fait ça fonctionne sur le nœud boule. Je ne sais plus exactement comment, voilà, tous les petits détails, mais voilà, ça fonctionne comme ça. Ok. Du coup, déjà, nous, ce qu'on va faire, c'est, on avait dit qu'on a notre bouton. Quand on clique sur le bouton, l'idée, en gros, c'est que derrière, ça roule un dé. Cette valeur, elle est associée à une réponse. Si c'est la réponse 2, le chiffre 2, ça nous donne la réponse 2, et ainsi de suite. Voilà. Du coup, déjà créer une variable réponse. Donc voilà, je crée une variable réponse. Ici, hop, voilà. Comme ça, j'ai créé ma variable. Et ensuite, direct, bim, hop, on crée notre fonction. On va créer une fonction magie. Bon, enfin, moi, je l'appelle magie parce qu'encore une fois, je dis que pour moi, c'est comme un sort. Et puis là, c'est une boule magique. Qui, en fait, à chaque fois qu'on va la lancer, ça va rouler le dé et ça va nous sortir la réponse.
Voilà, ça va être ça la fonction magie. Donc pour créer une fonction, on écrit, c'est func normalement, c'est ça, ouais, func, c'est ça. Ensuite, le nom qu'on donne. Et d'ailleurs, on sait que c'est une fonction parce qu'il y a souvent les parenthèses. Voilà, quand il y a 2 parenthèses comme ça, ça veut dire que c'est une fonction. C'est un peu comme un verbe. Enfin, voilà, encore une fois, ou le sort. Chacun son truc. Les 2 petits points pour dire... Parce que si c'était juste ça, pour exécuter une fonction, on écrira juste ça comme ça, dire bah voilà, exécute-toi. Sauf que là, elle n'existe pas, donc il se dit bah ouais, en bas, voilà, pareil, dit t'es sympa, mais tu l'as pas. C'est un sort que je connais pas, tu m'as pas dit ce que c'était, donc il y a une erreur. Donc avec func, voilà. Hop, au bout, 2 points, voilà, et ensuite on va écrire le contenu du sort. Donc là, il est content, bon là il me dit qu'il n'y a rien, mais voilà. Mais voilà. Du coup maintenant, on va créer une autre variable. Donc la première variable qu'on a créée, c'est la fameuse boîte dans laquelle on va stocker notre réponse. Pour le moment, il n'y en a pas, donc forcément, je l'ai associé à rien. Et la deuxième variable, ça va être notre chiffre, le chiffre du dé. Voilà, donc je crée sa var et je vais l'appeler chiffre magique, voilà. Et le chiffre magique, il va être égal à... et là, je vais utiliser un truc, donc c'est une fonction qui est... alors, je sais pas si parfois on appelle ça fonction ou il y a d'autres termes, mais voilà. Rand, alors voilà, parfois quand il y a des fonctions intégrées dans Godot, il va nous les proposer, et moi justement, c'est la première que je veux, c'est randRange, donc j'appuie sur Entrée, et voilà. RandRange, c'est une fonction qui va trouver un chiffre aléatoire, le mot random en anglais, dans un intervalle, range, une sorte d'intervalle quoi. Et voilà, et il dit, en plus là il y a un petit texte qui me l'écrit, il dit ok, bon, il faut comprendre un peu aussi ce qui est écrit, mais il dit float, alors float en fait c'est un type de variable, en gros ça veut dire chiffre à virgule, si on veut. Du coup, en gros, ça veut dire que il va nous sortir un chiffre à virgule, et randRange à l'intérieur, et ben il y a 2 éléments qui sont divisés par une virgule. On voit qu'il y a une petite virgule. Alors, je pointe sur mon écran, mais ça sert à rien parce que vous ne voyez pas mon doigt. Mais sur le curseur, on voit il y a une petite virgule. Donc 2 à ça. Donc 2, on va dire de 0 à 4 par exemple. Voilà. Donc voilà. Donc là en gros, en fait ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je vais lancer le sort magie, ça va me sortir un chiffre entre 0 et 4. Voilà, à virgule. Le truc, c'est que nous, on voit pas nécessairement un chiffre à virgule, parce que, bon, un dé, ça a que un certain nombre de côtés. Bon, il y a rarement des dés qui ont 4 côtés, hein, mais on est sur un ordinateur où tout est possible grâce au code. Donc moi, je vais juste mettre int, comme ça, et je mets, en fait, le tout entre parenthèses. Voilà, comme ça. Du coup, en fait, ça veut dire que tout ça, en fait, le résultat de cette fonction-là, c'est un chiffre à virgule. Et en fait, int c'est le nom d'une variable qui, elle, n'a pas de virgule. Un chiffre entier, en fait. Integer, en fait, c'est le nom en anglais. Et du coup, le fait de mettre int et le tout entre parenthèses, ça fait que... Alors, bien s'assurer que derrière, à la fin, il y a 2 parenthèses, en fait, parce qu'il y a la parenthèse qui ferme voilà, le randRange, et il y a la deuxième parenthèse qui englobe le tout dans le int, voilà, comme ça. Et ça veut dire que le résultat, il va être arrondi au chiffre le plus proche qui est entier. Voilà. Donc voilà. Donc là, je vais écrire le reste et vous allez suivre. Là, maintenant, on a créé notre base, c'est on a notre dé, à chaque fois qu'on lance magie, ça roule le dé, super, mais maintenant on veut l'associer à une réponse. Donc on va dire si, if, chiffre magique, en plus là, voilà, c'est super Godot. Et il sait qu'on a créé une variable qui s'appelle chiffre magique, donc il me la propose. Voilà, je peux appuyer Entrée si je veux. Si chiffre magique, non pardon, si chiffre magique, oulala, est inférieur à 2, voilà, 2 points, je vais à la ligne, et là, pareil, automatiquement, il détecte, donc il fait 2 tabulations, et ben, réponse égale, on va dire non, voilà. Donc en gros, là, je viens juste d'écrire, si le chiffre magique est inférieur à 2, tu dis non. Là quand je vais à la ligne, ça me met dans la même colonne, on va dire, que réponse, mais je veux pas. Et là, on va dire sinon, else, 2 points, à la ligne, réponse, égale, oui. Ah bah, j'ai pas écrit le égal, hein, c'est super, voilà, égale, oui. Voilà. Et voilà, on a créé la base de notre jeu, c'est terminé. Bon, en vrai, on a créé la base, mais maintenant, il va falloir relier un petit peu le tout. Mais voilà.
Donc ça c'est la base de notre code. Juste encore pour que ça rentre, hein, parce que là j'y vais lentement, mais petit à petit vous allez capter les trucs, ouais, une variable, une fonction, tout ça, vous allez tout comprendre. Mais là, du coup, tout ce qu'on a écrit pour le moment, c'est tu crées une variable réponse qui est vide, c'est une boîte vide. On crée une fonction qui s'appelle magie, qui va créer une variable chiffre magique qui va être associée à un chiffre entre 0 et 4. En vrai, c'est un peu bizarre, mais en vrai, c'est entre 0 et 3. Ça exclut le dernier chiffre qu'on écrit. C'est comme ça la programmation. Du coup, c'est en fait les chiffres qui vont sortir, c'est 0, 1, 2 et 3. Donc là, j'ai 4 chiffres. 0, 1, 2, 3. Donc en fait, ce chiffre, il est bien parce que dans notre tête, il nous permet de savoir combien de valeurs entières il y a. Mais le 0 compte comme la première valeur. Donc je sais que sur un dé, il n'y a jamais une face avec, voilà, mais encore une fois, on est sur ordinateur. Et ensuite, on dit, bah, si chiffre magique est inférieur à 2, et ben la réponse que tu mets, la valeur que tu mets dans la petite boîte réponse, c'est non. Sinon, pour tout autre résultat, mais bon, les tout autres résultats, c'est que c'est supérieur ou égal à 2. Du coup, en fait, le reste de notre range, de notre intervalle, eh ben, dans la boîte, dans la variable, la variable, en fait, quand on dit réponse égale à oui, on dit tu es égal, on associe cette valeur à toi. Voilà. Donc bon, moi j'utilise la métaphore de mettre un petit truc dans la boîte, mais concrètement, en fait, c'est on t'associe à cette valeur-là. Du coup, voilà. Donc ça c'est la base de notre jeu. Donc je peux le sauvegarder d'ailleurs, je sauvegarde notre petit GD, boule.gd qui se retrouve aussi dans le système de fichiers. Donc ça c'est cool, c'est trop bien, on a notre base, mais maintenant il faut lancer la fonction magie. Il faut qu'on la lance, et nous on veut la lancer quand on appuie sur le bouton. Parce que c'est comme ça que le jeu il va fonctionner. Donc on va retourner sur notre scène, comme ça ici, on voit qu'on a notre bouton qui est là, qu'on peut déplacer où on veut, voilà. Et on va vouloir faire en sorte que quand on clique dessus, et ben il envoie ce fameux petit signal qui dit « Hey, on m'a cliqué dessus ». Et justement, c'est à ce moment-là qu'on va lancer notre sort magie. Donc on va en le sélectionnant, on va dans l'onglet nœud. Donc ça c'est tous l'onglet node, nœud, voilà. Et dedans il y a un onglet signaux, voilà. Et on va lancer le signal. Normalement c'est prest, voilà. Alors il y en a plein d'autres qui ne sont pas vraiment liés au bouton, on voit, on retrouve le ready, voilà, qui sont liés à d'autres caractéristiques de ce nœud là en particulier. Par exemple, il hérite de tous les trucs de contrôle, qui sont tous les éléments d'interface. Mais nous, on veut prest. Il me semble bien, je regarde, hein, je triche, je regarde mes petites notes. Voilà, c'est ça. Et tout en bas à droite, on voit connecter 3 petits points. Et en fait, il faut le connecter à un script. Et nous, de toute façon, notre script, il est sur bool. Donc, super, voilà. Là, après, il est marqué option avancée, je sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, on sélectionne bien bool. Et on fait connecter. Et pouf, ça nous téléporte tout de suite dans notre script où on était tout à l'heure, et ça a créé la fonction onButtonPressed. En gros, quand le bouton est appuyé, fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, pareil, passe là, tout ça, ça sert à rien. De toute façon, c'est marqué, remplacez ça avec la fonction que vous voulez. Et là, en fait, eh ben, on va juste écrire magie. Oula, qu'est-ce que j'écris? Magie, voilà. Oh, il complète même avec les petites parenthèses. Parce que s'il n'y a pas les parenthèses, c'est pas un sort, c'est juste le mot magie. Et il va pas comprendre ce qu'on lui dit. Il va dire pourquoi t'écris le mot magie? C'est pas une variable que je connais, c'est pas machin. Du coup, voilà. Le fait de le mettre les parenthèses, c'est un mot d'action, c'est une fonction, c'est un sort. Et du coup, il va savoir de quoi il s'agit et quoi lancer. Du coup, en fait, quand on clique sur le bouton, en fait, quand on active. Encore une fois, j'appuie sur mon écran, ça sert à rien. Quand on lance notre fonction là, ça lance magie, ça exécute le sort, et du coup, ça va faire pof, 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 pof. Voilà. Ok. Du coup, c'est pas tout. Là, on peut le lancer, mais là maintenant, si on le lance, et ben, notre réponse, elle va s'afficher nulle part. Du coup, nous, on veut quand même qu'elle s'affiche quelque part, notre réponse. Donc, on va aller dans le label, et je vais vous montrer en fait comment ça fonctionnait. Donc, notre label, il est là. Je vais dans l'inspecteur, là si j'écris du texte, on voit que le texte il s'écrit ici, ok. Mais surtout, là justement où j'ai rempli du texte, on voit que cet élément s'appelle texte. Là en dessous, il y a la ligne s'appelle aligne, v-aligne, etc. Enfin, c'est toutes les caractéristiques, si on veut, du nœud label. Et la caractéristique du texte, la propriété d'ailleurs, voilà, je vais utiliser le bon terme qui lui, pour le coup, est traduit, pas sa description, mais voilà.
la propriété du label s'appelle texte, et c'est le contenu, en fait. Et du coup, nous, en fait, quand on va cliquer sur le bouton, on veut que la réponse, le contenu de notre variable réponse, il soit envoyé au label, justement, et à sa propriété texte. Comme ça va s'afficher et on va le voir sur notre interface. Parce que là, si pour le moment, je lance notre jeu, je clique dessus, bah, il se passe rien. Pourtant, c'est en train de rouler des dés derrière, hein, et il y a des oui et des non qui se perdent, mais nous, on ne voit pas, parce que forcément, on lui a pas dit où ça devait s'afficher. Du coup, on retourne dans le script, on peut retourner dans le script en cliquant là-dedans, ou alors là-dedans. Mais voilà, et du coup, là, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va devoir l'envoyer au label pour l'imprimer. D'ailleurs, le label, tout de suite, je vais le renommer texte, voilà. Et le bouton, on va le renommer bouton, parce que on est français et on aime bien parler français, hein. Du coup, voilà. Et en fait, là, on va vouloir envoyer la réponse comme je disais, au texte. Donc, en fait, on fait $texte. Donc ça, en fait, texte, c'est le nom que j'ai donné à ça. Si vous voulez l'appeler autre chose, bah là, si vous voulez l'appeler réponse, ou vous voulez garder label, ou vous voulez l'appeler je ne sais quoi, à vrai dire, et ben en fait, là, dans le dollar, vous devez utiliser ce mot-là pour vraiment bien le désigner. Donc voilà. Et ensuite, on veut accéder à la propriété texte. Donc je fais point texte. Là, en plus, ça la connaît déjà. Et là, en fait, on fait tout simplement égal réponse. Alors, non, pas replace by, réponse. Voilà. Et là, du coup, ça va envoyer l'information au texte. Voilà, je sauvegarde mon petit truc. On va voir. Et ben voilà. Oui, oui, non, 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 oui. Ok, voilà. Voilà, on a la base de notre jeu. Et c'est super. Donc là, on va juste revoir un petit truc. Parce que on veut pas juste dire oui, juste dire non. On va vouloir plusieurs réponses un peu plus cool. Et puis là, ça va être embêtant à chaque fois, il faut dire ouais, supérieur, inférieur, à 1, à 2, à 3, voilà. Donc j'ai trouvé une autre méthode, qu'on va voir qu'il y en a une aussi un peu mieux à la fin, mais celle-ci va nous convenir pour le moment. Au lieu de dire si machin est inférieur à 2, en fait, on va utiliser, d'ailleurs on va tout virer, il y a un truc qui s'appelle match que j'ai découvert en essayant de faire ce tuto. On fait match chiffre magique, voilà, 2 points, et on va à la ligne, et là à chaque fois on va faire, c'est un peu bizarre, la manière dont on s'écrit, on fait, voilà, quand ça match, quand chiffre magique et l'élément qu'on va écrire ensuite sont tous les deux égales, sont égales à 0, on va faire réponse égale non, voilà, comme ça. Et là, du coup, en fait, ça veut dire que si c'est égal à 0, et ben quand c'est égal à 0, réponse égale non. Donc là, moi, je vais pas m'embêter à tout réécrire, donc je fais un copier-coller, bim, comme ça. Ah bah non, merde, ça va pas marcher. Faut que je remette comme ça à chaque fois. Oh là là, je fais n'importe quoi. Voilà, bon, en gros, faut faire ça. Ensuite, 1, vous voyez, à la ligne. Donc là, je vais mettre oui. Bon, je vais le faire à la main. Hop, c'est pas grave. 2 points à la ligne. Réponse égale. On va mettre peut-être. Voilà. Et quand c'est égal à 3, la réponse, voilà, est égale à jamais. Voilà. Du coup, bon, c'est un peu mieux, mais on verra qu'il y a encore mieux. Mais déjà, c'est mieux. Si on veut rajouter une 5e réponse, eh ben, on a juste à faire hop. Bon, je sais que ça paraît contre-intuitif, mais on écrit 4. 2 points et réponse égale ma 5e réponse. Voilà. Ah oui, au fait, j'ai pas dit, hein, dans les noms de variables, pas d'accent, hein, tout ça, hein, juste des... je viens de me rendre compte. Et là, je mets 5, parce que sinon, le dé va pas aller jusqu'à 5. Enfin, en vrai, jusqu'à 4, du coup. Et voilà. Mais bon, ça, moi, j'en veux que 4. On verra plus tard. Voilà. Donc voilà, ça, c'est notre manière de faire. Et du coup voilà, donc là on a fini la base de notre code, on n'a pas fini de coder, mais on a fini en tout cas on va dire l'algorithme. Le reste du code qu'on va faire, c'est des trucs tout basiques comme là, voilà, t'envoies la réponse là, quoi. Mais ça va pas être du calcul, entre guillemets, ou de la programmation au sens notre chiffre magique.
Voilà. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois, on a quasiment, enfin, on a fini la base du jeu. La base du jeu, l'intérieur, en fait, le moteur à l'intérieur, il n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va juste faire en sorte que cette scène, elle soit pas aussi laide, quoi, parce que franchement, ça donne pas envie. Et, euh, et à chaque fois qu'on veut faire des jeux vidéo, et à chaque fois qu'on veut faire aussi des ateliers de programmation en médiathèque, on veut que ce soit stylé, on veut que ce soit beau, on veut que ça donne envie, on veut se faire plaisir. Et bah, du coup, on va faire un truc joli. On va faire notre petit habillage. Et voilà. Alors du coup on va rajouter plein de nœuds, on va faire plein de trucs. Du coup premier truc qu'on va faire c'est on va ajouter le fond parce que là c'est gris, c'est moche, c'est pas joli. Du coup je sélectionne boule parce que c'est le papa ou la maman, hein, et le parent. De toute façon c'est le vrai terme, voilà. Pop 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 et c'était je crois texture rect, voilà, rectangle de texture. Du coup voilà, la texture là c'est vide, on clique dedans, je crois qu'il faut faire charger, je vais dans ressources et je vais sélectionner mon fond vert, ouvrir, très bien, ça l'ouvre, c'est super. Après, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Je crois que là dans Rect, on peut donner la taille, donc nous on est en 600 par 600. Voilà, ça prend toute la taille, sauf que là, mon image, elle sait pas, elle s'agrandit pas, ce qui est normal. Moi, j'ai agrandi juste le cadre du texture rect. Mon image, elle n'est pas étirée, mais si je veux, là, tout en haut, il y a Stretch Mode. Et là, en fait, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Alors, moi, comme c'est un fond qui est complètement uni. En vrai, je peux faire n'importe lesquels, ça revient au même. Scale, ça va l'agrandir, mais du coup, si vous avez une image, là, ça va l'étirer, et si ça va être très pixelisé, ça va peut-être être moche. Il y a Tile, donc là, on voit pas la différence du tout, mais en fait, Tile, c'est du carrelage, donc ça va plutôt faire plein de petits carreaux. Donc si vous aviez un rectangle, un carré avec des petites bordures, hop, 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 ça va la multiplier, ainsi de suite. Bon, moi, j'avoue, je m'en fous un peu, donc je fais scale, donc échelle, ça l'étire, ça me convient, c'est très bien. Donc je le mets tout en haut parce que comme on avait vu la dernière fois, ça cache les choses. Là, si je le mets en bas, ça cache le bouton. Voilà, donc on veut pas ça, on le met tout en haut. Voilà. Je peux aussi également cliquer sur le cadenas, verrouiller l'objet sélectionné, donc ça le met là. Comme ça, en fait, à chaque fois que je clique dessus, ça va pas voilà, parce que si je reclique dessus, oh là là, j'ai pris mon petit rectangle et c'est énervant. Du coup, à chaque fois que quand vous sélectionnez quelque chose, là, cadenas, bim. Ou je crois qu'on fait un clic droit d'ailleurs, vous pouvez peut-être... Non, j'ai dit des bêtises, on ne peut pas apparemment en faisant un clic droit. Enfin bon. Du coup voilà, on a notre fond. Qu'est-ce qu'il va falloir mettre aussi? Ah oui, moi j'avais ajouté, alors ça franchement en vrai il n'y a pas vraiment besoin dans ce jeu là en particulier, mais j'avais créé d'autres petits jeux pour apprendre. Euh, J'avais mis un nœud canvas layer. Layer, voilà celui-ci là. D'ailleurs si on enlève tout et qu'on ferme, voilà, ça, canvas layer c'est celui-ci. C'est 10 couches de dessin de toile, ce qui veut absolument rien dire, mais en gros, moi de ce que j'en ai compris, c'est que tout ce qu'on met dedans, tous les enfants de Canvas Layer, en fait, ils seront automatiquement devant parce que c'est des éléments d'interface. C'est-à-dire que si vous jouez à un jeu 3D et il y a des arbres et que dans votre jeu il y a une barre de vie, si à un moment l'arbre il est vraiment près de vous, vous voulez pas que votre barre de vie elle soit derrière l'arbre. C'est un peu incohérent. La barre de vie elle est censée être devant absolument tout parce qu'elle est dans l'interface. Et ben si, moi ce que j'ai compris c'est que le Canvas Layer, et ben ça permet de faire ça. Donc c'est pour ça que moi je le renommais en interface. D'ailleurs j'ai aussi renommé le texture rect en fond. Et dans l'interface, on va mettre le bouton et le texte. Voilà, bim. Alors par contre, du coup, en faisant ça, catastrophe, notre code va plus fonctionner. Parce que, d'ailleurs, est-ce qu'il va nous le dire? Est-ce qu'il a remarqué? Est-ce qu'il a remarqué? Peut-être en appuyant sur play. Voilà, quand je clique dessus, catastrophe, quand j'appuie sur le bouton, il nous met une petite flèche et il nous dit invalide, machin. Bon là il nous met un truc, mais en fait ça veut dire, c'est tout ce que c'est qu'en fait le texte, le paramètre texte de notre label qu'on a renommé texte, n'est plus à ce qu'on appelle ce chemin-là. Maintenant il faut faire interface slash texte. Voilà. Et là ça permet de le retrouver. Parce que il est rangé comme un tiroir, quoi, comme dans un dossier, comme vous avez déjà vu
plein de fois. Donc maintenant, quand je relance le jeu et je reclique dessus, et ben ça fonctionne, oui, non, peut-être, ok, etc. C'est très bien. Très très bien. Du coup, voilà. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Pop, pop, pop. Eh ben, on va ajouter une image, une jolie image pour que ce soit sympa. Donc encore une fois, moi, là, tout ça, c'est des trucs que j'ai fait, mais vous pourriez tout à fait, et je approfondirai un petit peu tout ça, et j'en ferai sûrement une vidéo, créer tout un autre atelier, une autre animation autour de, on a déjà fini ce jeu-là, maintenant on va en faire un deuxième à partir de la même base. C'est-à-dire refaire les visuels, etc. Moi, je les ai fait moi-même, mais c'est carrément superbe pour un atelier à part entière. Du coup, euh, je vais pas la mettre dans l'interface, par contre, l'image. Je crée un nœud. Et alors, il y a plusieurs manières de rajouter une image. Comme on a vu, hein, déjà, le texture rect qui permet de rajouter une image. Mais comme on va vouloir changer d'image en fonction de plusieurs états, de si on a cliqué ou pas, moi, j'ai remarqué qu'il y a un truc, ça s'appelle l'animated sprite. Parce que sinon, c'est juste sprite, et ça veut juste dire un élément de jeu. L'animated sprite, c'est ce qui permet de faire en général des animations ou un petit bonhomme qui court, etc. Ben c'est plutôt sympa pour comment dire, faire ce qu'on va faire, et je vais vous montrer. On l'appelle image, voilà, je l'appelle image. Et là, il nous dit, wow, avertissement, il faut une ressource sprite frame. Donc voilà, dans frame, vide en effet. Nouveau sprite frame, c'est bon, maintenant il s'est calmé. Et en fait, le sprite frame, c'est un peu bizarre, mais il faut recliquer dessus. Voilà. Et ça ouvre cette petite fenêtre en bas. Et en gros, là, on va mettre nos états. Souvent, là, on met plusieurs états dans un jeu vidéo. Je sais pas si on a un bonhomme qui court, on a un bonhomme qui marche, on a un bonhomme qui est assis. Et ben, là, ça va être notre bonhomme. Mais là, on va avoir tous les états de l'animation. Et en fonction de si on avance en appuyant, je sais pas, la gâchette pour courir, ou si on n'avance pas du tout et il s'est passé 5 secondes et il s'assoit, et ben, ça va sélectionner une des animations plutôt que d'avoir des nœuds à chaque fois différents pour chaque truc. Du coup, voilà. Nous, on fait pas un jeu aussi compliqué, donc j'espère que je vous embrouille pas avec tout ce que je raconte. On va créer juste 2 animations, et je fais avec des petits guillemets parce qu'en fait ça s'animera pas. Mais après, à vous de vous amuser et de créer de vraies animations. On va faire la question. Et là, avec le petit nouvelle animation, là, hop, la réponse, voilà. Bon, pareil, je mets pas d'accent et tout parce que c'est à chaque fois qu'on code et qu'on crée des trucs et qu'on met des accents ou des espaces, c'est qu'on cherche les embrouilles. Du coup, moi, j'en mets pas. Je décoche boucle, d'ailleurs, pour les deux. Voilà, parce qu'en fait, nous, ça va pas être animé, donc ça va pas boucler du tout. Et maintenant, comme j'ai importé mes ressources, eh ben, je vais mettre dans question, je mets la boule question, pouf. Et dans réponse, je mets la boule réponse. Hop là. Voilà. Du coup, de base, on dirait que c'est la boule réponse. Donc nous, l'animation, on va la remettre en question. Voilà. Je peux la bouger ici. Voilà ma boule. La mettre à peu près au centre. Si je veux la centrer, je peux aller dans Transform. Et là, je peux changer la position. Donc, au moins, ça fait 600 de large. Je pense que si je fais 300, non, 300, voilà, ça va être centré. Pareil ici. Alors, pour le bouger, je peux normalement mettre la molette. Oh, c'est long avec contrôle. Oh, c'est vraiment des petits incréments. Mais je peux mettre 300 là aussi. Comme ça, c'est vraiment centré. Bon, moi, j'ai pas vraiment envie que ça soit centré. Comme ça, si je maintiens majuscule, on dirait que voilà, ça reste un peu centré sur les axes. Donc, je maintiens majuscule, on va la mettre à peu près en haut comme ça, très bien. Voilà. D'ailleurs, du coup, mon texte, je vais le... Oh, mais voilà, oh là là, oh là là. Mon texte... Est-ce que je peux le déplacer sans la boule? Oh, ça va m'énerver. Voilà, donc je vais mettre ça là, comme ça. Bim, hop, ça on le met là. On remet à 300. Bam, voilà. Très bien, donc mon texte il est plus en bas, comme ça va pas bouger. D'ailleurs l'image, je peux peut-être la mettre là. Et puis pareil, je mets le cadenas pour pas que ça bouge. Du coup voilà, donc là déjà c'est un peu plus joli. En soi le jeu il n'a pas changé, on n'a pas modifié le code. Si je lance le jeu, j'appuie sur le bouton, c'est toujours le même peut-être, oui, non, machin truc. Ok. Mais c'est plus joli. Mais maintenant, on va re-rentrer dans le code parce que on va vouloir, et c'est pour ça que je dis le code, souvent c'est comme le liant,
C'est ce qui va un peu regrouper tout, c'est-à-dire qu'on va prendre d'un côté des images, on va prendre d'un côté aussi des sons, on a nos éléments qu'on rajoute aussi dans Godot, les boutons, les choses comme ça, et ça va permettre de tout coller ensemble et que tout interagisse ensemble. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est que quand on appuie sur le bouton, et ben que on ait l'autre image, l'image avec les petites paillettes, qui nous dit hey, je te donne une réponse. Voilà. Donc on va vouloir faire ça, et on va aussi vouloir que ça rajoute un son. Voilà. Donc d'ailleurs, on va rajouter un son. Bim, hop. Son. Alors je crois que c'est audio. Ouais, c'est celui-là quoi. C'est le 2D ou le pas 2D? Non, je crois que c'est celui-là. Ouais. Hop, hop, hop. Le normal. Voilà. Et alors, je le renomme son. Voilà. Et donc dans le son, dans stream, c'est chargé. Et dans les ressources, j'ai le gling. Voilà. Qui va faire notre petit bruit. D'ailleurs, je sais pas si on peut le jouer. Non. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Cette ressource a été importée. Ok, bon, je sais pas ce que j'ai fait. Mais c'est bon, je suis retourné en arrière en recliquant ici. Parce que j'ai dû rentrer dans le truc. Voilà. Et il y a des modifications, des trucs que je comprends pas trop, donc on va éviter de trifouiller là-dedans. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on veut que le son et la boule changent ou s'activent quand on appuie sur le bouton. Du coup, heureusement, on a déjà le signal du bouton qui sait quand il est cliqué. Du coup, on a juste à retourner dans le script. Et là, maintenant, on va rajouter juste 2 lignes. On va dire, alors du coup, $image. Voilà, image iconée. Et ben du coup, dans image, en fait, il y a alors, malheureusement, c'est pas écrit là, c'est pas play. Mais en fait, c'est ça qu'il faut faire, en vrai. J'ai découvert grâce à internet, c'est je fais point play, parenthèse parce que c'est comment ça s'appelle, une action, et entre la parenthèse on va mettre le nom de notre animation qu'on voit en bas, voilà, hop, entre guillemets, pardon. Alors, je vais pas mettre les 2 points, voilà. Du coup, quand on appuie sur le bouton, on veut la réponse, parce qu'à la base on a la question, du coup quand je clique dessus j'ai la réponse, voilà. Et on va refaire $ et son. Et là par contre c'est play tout court parce que il y a déjà le son qui est sélectionné, donc c'est toujours celui-ci. Je sauvegarde, je lance le jeu et on va voir si ça fonctionne. Super, ok. Donc ça c'est super cool, ça fonctionne. Mais par contre, l'image elle disparaît pas. L'image elle disparaît pas et c'est un petit peu dommage. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter un autre élément à notre scène, un autre nœud qui s'appelle le timer, qui fait exactement ce que vous pensez ce que ça fait. En fait, il va décompter, on va lui donner un chiffre, et à partir de ce chiffre, il va descendre jusqu'à atteindre 0. Et quand il va atteindre 0, et ben justement, on va faire en sorte qu'il nous envoie un signal. Il va dire, j'ai terminé de compter. Et à ce moment-là, pouf, on va rechanger l'image. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Hop là, on ajoute timer. Hop là, timer. Là, il y a marqué wait time, c'est le nombre de secondes qu'il va attendre. On met 3. Et on coche one shot. Parce que si on coche pas one shot, en gros, il va pas arrêter de compter. Il va faire 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Et nous, on veut juste qu'il fasse 3, 2, 1, 0. Et il s'arrête. Et s'il reprend, c'est parce qu'on lui a demandé de commencer à compter, en fait. Là, d'ailleurs, il n'y a rien qui l'active, du coup, il va jamais commencer à compter. Mais comme vous pensez, à quel moment on va lui dire de s'activer? Quand on appuie sur le bouton. Voilà. Je sais que vous avez tous bien répondu, parce que vous suivez très bien. Et vous avez compris ce qu'on essaie de faire. Alors, du coup, on retourne... non, on retourne pas tout de suite dans le code. Avant, on va faire nœud. Timeout, voilà, timer, il envoie le signal timeout, c'est quand, voilà, bon, c'est marqué en anglais, mais c'est, il émet ça quand il arrive à 0, on connecte ça à la boule, enfin le nœud boule où il y a notre script, voilà, il y a une petite icône script, hop là, et il nous crée une autre fonction qui s'appelle onTimerTimeout, voilà, et du coup, moi je vais copier-coller ça, bim, voilà, image.play, et là on remet question, voilà, très bien. Du coup, je sauvegarde. Ah bah non, je suis bête. j'ai pas
j'ai pas demandé au timer de commencer comme je vous ai dit. Du coup, quand on appuie sur le bouton, on fait $timer et start. Voilà. Et comme ça, il commence. Voilà. Donc, je vais mettre là le petit truc à côté pour qu'on voit aussi notre code qui s'exécute, qu'on fasse un petit point. Ok. Parce que là, les choses maintenant que vous captez tout, là, ça va un peu s'accélérer. Hein. Mais du coup, voilà. Donc j'ai mon truc. On pose une question. Est-ce que jusqu'ici tout se passe bien? Peut-être. Il y a le son, il y a l'image. L'image disparaît. Super. C'est-à-dire que le timer est arrivé à 0. Du coup, j'ai appuyé sur le bouton. On récapitule. Ça lance la magie, ça lance le dé. Du coup, ça choisit une réponse. Ça affiche la réponse. Ça affiche la bonne image. Ça joue le son, ça commence le timer est décompte, et au bout de 3 secondes, ou si vous avez choisi un autre chiffre, et ben ça réaffiche la boule sans les petites paillettes, l'image question. Voilà, enfin l'animation question, même si c'est pas animé, et vous voyez ce que je veux dire. Du coup voilà. Donc par contre, là, tant qu'on est là, j'ai envie de faire modifier quelques autres trucs aussi dans le code. Maintenant qu'on a un timer qui a un timeout et tout, ça nous permet de savoir un peu le temps de la réponse, etc. Donc moi, ce que j'ai envie de faire surtout, c'est que le bouton il disparaisse. Parce que moi je prévois, j'ai vu le truc à 10 000 km. Quand on fait ça avec des enfants, qu'est-ce qui va se passer? On peut appuyer 15 000 fois dessus. Alors, bon, ça va, moi, le son, là, il n'est pas trop désagréable. Mais voilà, on peut spammer le bouton, et du coup, je me dis, ça peut être une bonne chose que quand on appuie dessus, et ben, le bouton, il disparaît, et il réapparaît quand le timer, il est arrivé au bout du timer, du temps sélectionné. Du coup, à la fin, là, et ben, je sélectionne interface bouton. Voilà, j'ai commencé à écrire bouton, et Godot m'a dit non, c'est interface bouton. Vous avez vu? C'est pour ça, c'est super bien. Du coup, pareil, moi, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé que c'est .hide, qui veut dire caché en anglais. Il y a sûrement d'autres manières, comme dans le code, je ne l'ai pas dit au tout début, mais il y a plein de manières de faire exactement la même chose, mais d'arriver au même résultat. Donc je suis sûr qu'il y a un autre paramètre qui permet de réduire l'opacité à 0, ou je sais pas quoi, mais moi, le .hide, c'est celui qui me convient. Donc voilà, et du coup, l'inverse de hide, donc pareil, là je vais écrire bouton vu que apparemment, voilà, c'est show. Voilà, show, pas oublier les parenthèses, bon, moi il me les met automatiquement. Et du coup, voilà, donc ça veut dire que maintenant, quand je lance, le bouton il disparaît, donc je peux pas cliquer partout, et il réapparaît. Voilà, super cool. Bah du coup, comme je me dis, comme on est là, on est on va terminer l'habillage avec tout ça, mais là, comme on est dans le code un petit peu, on va terminer le code un peu jusqu'au bout, parce que là, on est bientôt arrivé à la fin de notre tuto, quoi. Après, forcément, moi, avant la fin, il y a une dernière petite étape, on va essayer de peaufiner des petits trucs, mais là, on a quasiment terminé. Bah, on va rester un peu dans le code. Et non, je vais relancer ça. Et maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est que en fait, notre label, là, en fait, là, il n'y a rien écrit. Et du coup, quand on connaît pas le jeu, si vous mettez ça sur un ordinateur qui est un peu en accès libre à la médiathèque, et ben la personne elle sait pas ce que c'est, elle voit une boule de billard, elle se dit ok trop bien, mais elle sait pas que c'est un jeu, qu'il faut poser une question, etc. Donc je me dis ça serait cool que le label, comment dire, on lance le jeu et quand en fait on n'a pas encore cliqué sur le bouton, en gros quand il n'y a pas de réponse, parce que vous voyez que quand on clique dessus, voilà, ça disparaît, la réponse là va pas disparaître, elle va rester là et c'est un peu dommage. S'il y a quelqu'un là qui a appuyé, qui a eu sa réponse, qui se dit bon bah ok, peut-être que ce soir je vais manger des pâtes, j'ai eu la réponse à ma super grosse question que je me posais, elle s'en va. La prochaine personne qui arrive, elle voit marqué peut-être, c'est un peu bizarre. Donc on veut ça aussi que ça disparaisse. Et je me dis que ça serait cool que, en fait, notre texte, eh ben, ça devienne, comment dire, ça devienne une question. On va appeler un autre texte qu'on va appeler posez votre question. Enfin, moi, je vais écrire posez votre question comme dans la démo. Et du coup, voilà. J'ai passé un petit peu trop de temps à expliquer cette petite volonté. Mais du coup, bah, je vais créer une autre variable tout en haut. Enfin, je vais pas appeler ça une variable, c'est un autre type de variable qui s'appelle une constante. Bah, en gros, qui ne varie pas, du coup, pas une variable. La constante, on va l'appeler question.
Voilà, moi je vais l'appeler question. Et directement, bim, de toute façon ça va être toujours la même chose, c'est posez votre question. Voilà. Et du coup, on va aussi faire un autre truc. C'est la fonction ready que j'ai effacée au début. D'ailleurs, je crois que c'est underscore ready, c'est ça, ouais, voilà. Exactement. Ça, en fait, cette fonction-là, elle se lance une seule fois quand on lance le jeu. Quand vous démarrez le jeu la première fois, là, comme ça, hop. Et bon, voilà, forcément, ça bug parce que j'ai rien marqué dedans. C'est à ce moment-là que ça se lance. Et nous, justement, c'est à ce moment-là qu'on veut que notre fameux texte, voilà, interface texte, point texte, soit égal à question. Voilà. C'est-à-dire que quand je lance le jeu, bah voilà, notre texte est égal à poser votre question. Parce que là, à ce moment-là, quand le jeu il est juste lancé, tout ce qui a été lu, c'est les variables et le ready. Le reste, c'est pas, on n'a pas demandé de lancer le sort, on n'a pas appuyé sur le bouton, le timer, voilà. Donc voilà. Donc c'est pour ça que si j'avais mis ça ailleurs, si j'avais mis ça dans magie, bah ça veut dire que dès que je lance magie, voilà. Mais on a notre question, mais c'est pas à ce moment-là qu'on veut la question. On veut la question dès le départ. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis à cet endroit-là. Donc voilà, c'est à ça que sert la fonction ready. Si vous étiez là, la petite formation processing, dans processing c'est un peu pareil, il y a le setup, c'est ce qui est lancé une seule fois lors du début du programme, et après il y a ce qu'on appelle des boucles qui sont lues à l'infini, tout pendant qu'il est en train de fonctionner. Là nous on n'a pas de boucle, on a juste des fonctions qu'on appelle de temps en temps, des sorts qu'on lance, mais voilà. Je fais un petit peu de culture G de la programmation en même temps, hein. Du coup, bah c'est bon. Ah non, maintenant tout ce qu'on veut faire, c'est que quand le timer time out, bah justement, c'est là aussi, du coup, enfin quand on appuie dessus, on a la réponse, mais quand le timer arrive à 0, on veut que la réponse disparaisse et que ça redevienne notre question. Donc c'est interface slash text est égal à question. Voilà. Normalement c'est tout. On vérifie. C'est toujours bien de vérifier. Posez votre question. Est-ce que je vais me régaler ce soir? Peut-être. Mais voilà. Là, le timer est terminé. On retourne sur poser votre question et c'est plutôt cool. Ok. Bon, du coup, voilà. Là, on en a terminé pour le code. Là, maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est on va terminer notre habillage, l'enjolivage, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, de notre petit jeu. Donc à savoir le bouton il est sacrément moche, et aussi changer la typographie du texte et l'agrandir et tout ça. Donc on va commencer par peut-être... allez, on va commencer peut-être par le texte. Voilà, le texte il est là. L'inspecteur. Alors pour changer le texte, c'est un peu bizarre. Moi j'ai dû... je savais qu'on devait pouvoir le faire, donc j'ai cherché encore une fois sur internet. Et encore une fois, vous, si un jour vous vous lancez dans un petit projet, je vous incite à chercher sur internet des réponses. Déjà, il y a des vidéos sur YouTube, il y a un forum et un site français de Godot, une communauté française, il y a même un serveur Discord qui est plutôt bien, où il y a plein de gens qui répondent à vos questions. Et vous pourrez rencontrer des camarades de création de jeux en médiathèque sûrement. Mais du coup, c'est en faisant des recherches comme ça que j'ai trouvé comment on ajoute sa propre typo. Alors, est-ce que je vais m'en rappeler sans regarder mes notes en descendant, peut-être dans thème, non, c'est pas dans thème, c'est où alors? Bon, dans l'inspecteur custom font. Je le vois pas moi. Ou est-ce que je le vois? C'est dingue. Est-ce que je suis devenu aveugle? Ah voilà. Ah mais ils ont changé. C'est dans la. J'ai installé la nouvelle version de Godot pour ce tuto, et alors, je sais pas s'il faut cocher ça, mais du coup c'est dans Theme Overrides. Ok. Bon, je savais. Bon, c'est bizarre, mais bon, c'est là. Voilà. Donc c'est à partir de Godot 3.4, c'est là. Sinon, normalement, c'est marqué dans l'inspecteur custom font quelque part.
c'est bizarre, on peut pas le mettre. Il y a sûrement une manière de le mettre plus facilement, parce que c'est un peu bizarre. Mais il faut faire nouveau dynamic font. Voilà. On clique dessus. Et quand on clique dessus, il y a font. Et là, on fait charger. Voilà. Et dans les ressources, moi, j'ai inclus une typo libre de droit. Et c'est pour ça que je me permets aussi de vous la partager comme ça. Et on fait ouvrir. Voilà, et du coup maintenant pour vérifier on peut écrire là dans le champ texte et on voit qu'en effet c'est la nouvelle typo. Là on voit pas très bien mais en zoomant on peut zoomer. Je vais d'ailleurs changer la taille de la typo parce que c'est pas très grand, donc c'est dans settings au lieu de mettre... alors là ça marche bien le truc. Je crois que je vais mettre 32. Ah, non il veut pas mettre 32. 32, ouais moi je veux 32. Et aussi je vais mettre là aligne et V aligne et c'est centré. Donc c'est centré par rapport au cadre. Centré, aligné en gros c'est horizontalement et V aligne c'est verticalement. Donc voilà. D'ailleurs je vais peut-être changer la place. Je vais mettre ça sous la boule et le bouton dessous. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Ok. D'ailleurs c'est dans quoi? C'est dans... Il n'y a pas transform, c'est où qu'on... pour changer le... Ah non, oui, d'ailleurs, ouais, je le vois pas comment centrer. Là, c'est peut-être parfois dans marge et tout. Mais en fait, comme on a mis ça dans un cadre interface, un canvas layer, en fait, là-haut, il y a un petit bouton vert qui s'appelle disposition sur l'écran. Et ça permet, en fait, de, si je mets par exemple en bas à gauche, hop, et ben ça va caler ça en bas à gauche de l'écran canvas layer. Du coup, là, je peux mettre centré, par exemple. Je centré, bon, là, c'est beaucoup trop centré. Ou alors, on peut mettre centré en bas. Et là, du coup, je peux le ressoulever. Et si je maintiens majuscule, normalement, voilà, ça magnétise un petit peu sur le centre. Comme ça, enfin, sur l'axe. Et du coup, c'est bon, ça se positionne là où je veux. Très bien. Du coup, on a le texte. C'est bon. Voilà. Et je voulais aussi faire un texte pour le bouton. Voilà, on va mettre un texte pour le bouton. Du coup, on va dupliquer notre texte. Et alors, on peut faire clic droit, je pense, et dupliquer. Voilà, il duplique. Et celui-là, on va le mettre dans le bouton. Alors, je vais cacher celui-ci. Comme ça, je vais prendre celui-là sans... Et je crois que d'ailleurs, si je fais disposition centre, c'est centré dans le bouton, vu que le bouton, c'est son parent. Là, on va mettre... ouais, bah, pas texte du coup, bouton. Bon, allez, hop, texte bouton, c'est pas ouf, mais c'est comme ça qu'on va l'appeler. Et lui, par contre, on va l'appeler réponse. Comme ça, voilà. C'est pas du code qui le génère. Et on peut, voilà, remettre le texte normal. Du coup, voilà. Donc, on a fini notre texte. Maintenant, on va changer le bouton, parce que le bouton est affreusement moche. Alors, moi, je sais pas si du coup, depuis, on peut changer le format de ce bouton-là. D'ailleurs, on pouvait rajouter du texte ici, mais nous, en fait, on va changer ce bouton-là. Peut-être c'est dans le thème override qu'on peut changer des trucs, le style peut-être. Ah ouais, bah c'est là qu'on peut en fait d'ailleurs. Euh... Est-ce qu'on peut le faire là? On va tester, hein, excusez-moi, je vais faire un test en live. Ah non, on peut pas, du coup, parce qu'il s'attend à un autre type de style. Du coup, nous, en fait, on va utiliser un autre nœud qui s'appelle le texture bouton, je crois. Du coup, voilà, sur lequel on peut donner des textures. Donc, au lieu de rajouter un nœud, en fait, ce qu'on peut faire qui est cool, comme je vous disais, en fait, tous les nœuds, c'est un peu la même. Enfin, c'est pas les mêmes choses, mais justement, ils ont des blocs différents. Et ben, en fait, on peut convertir un nœud vers un autre. Alors, du coup, on perd certaines caractéristiques, c'est sûr, mais ça nous empêche, on n'est pas obligé de faire hop, machin. Et puis, ça garde les liens de parenté. On peut faire un clic droit. Et justement, il y a changer le type. Et changer le type, ça va changer le type du bouton. Donc là, il y a bouton, mais dans la case base button, voilà, il y a bouton. Donc on peut fermer ça. Link button, je sais pas ce que ça fait, mais nous, on va prendre texture button, changer. Et du coup, ça le change. On voit l'icône a changé ici. En effet, là, on voit que c'est texture button. Bon, là, ça a disparu du coup. Mais n'ayez crainte. On va justement mettre nos propres textures que là, j'ai dans les ressources que vous avez téléchargées. Du coup, ça a sûrement changé parce que dans la version avant de Godot, eh ben, c'était là qu'on les activait. Donc à mon avis, c'est dans les thèmes.
j'imagine que c'est là, nouveau thème, et on clique dessus. Oula, je suis désolé, hein, là je suis dans du territoire inconnu. Oh là 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 là, non, c'est pas ça. Ok, non, c'est pas ça, je crois. Non, bon. Euh, Il fallait que quelque chose se passe mal, hein. Au début hein, la boule avait peut-être raison. Focus. Ah bah c'est ça du coup? Non. Visibility? Non. Là 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 là. Du coup, où est-ce que c'est? Ah, ils ont tout changé. Où est-ce qu'on met la texture? Avant c'était cool, il y avait tout qui était là, il y avait juste à cliquer dessus. Est-ce qu'on peut pas faire charger? Non, non, forcément. Non, moi si je clique sur le thème. Ok, ouais, mais ça m'aide pas du tout à comprendre ce qu'il faut faire. Bouton. Ouais. Alors ça c'est quoi? Texture on dirait. Type. Si j'appuie sur le plus. Non. Je dirais les items. Oh là 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 là. Moi qui voulais vous faire un tuto simple, je suis désolé, ça complique les choses. Alors bon, je vais faire un petit truc. Je vais lancer le Godot. Regarder mon ancien projet. Mais qui est lancé dans... Alors moi c'était là, c'était dans texture. Est-ce que du coup ça a caché maintenant les textures? Texture. Ah, c'était là. C'était là. Excusez-moi, du coup, hein, vous avez passé 2 minutes dans le suspense total à se dire oh là là, là, ça fait 1 heure et demie que je fais ça, et ça se trouve, on va pas le terminer. Mais c'est bon, en fait, c'est dans le petit onglet texture qui est vachement caché, ce qui est vraiment dommage. Mais voilà, du coup, on a plusieurs états du bouton qui va faire que, bah voilà, il est normal quand il est appuyé, quand on survole avec la souris et, le click mask qu'on va mettre aussi, qui est la zone qui est cliquable. Du coup, voilà, donc dans le normal, on fait charger ressources, bouton normal, ouvrir, prest égale bouton prest, ok, voilà, super. Hover, j'ai bouton hover, ok. Et dans click mask, là, il va normalement avoir un petit problème. Il va dire ah non, je connais pas. Voilà, il va dire il y a un problème. Donc avertissement, voilà. Et en fait, il veut un bitmap. Hein. Et en gros, il veut une image en noir et blanc. Donc, ok. Pas de panique. En fait, il faut juste aller dans importation. On sélectionne normalement le click mask. Voilà. Et en fait, au lieu de le réimporter en texture, voilà, importer comme texture, on fait on fait bitmap. Ok. Et en gros, ça va le convertir en noir et blanc. Il est déjà en noir et blanc, mais il veut que ce soit au format bitmap. Donc voilà, on fait réimporter. Donc il va dire ah faut redémarrer, donc on fait enregistrer les scènes, blablabla, il va relancer Godot. Hop là, et c'est bon. Du coup on retourne sur notre bouton, et maintenant comme il est bien réimporté, et ben, on fait charger, click mask, ouvrir, tout va bien. Voilà. Du coup on a nos boutons maintenant, ce qui est super cool, mais par contre ce qui est un peu moins cool c'est que la réponse à l'intérieur on la voit pas, parce que elle n'est pas visible. Alors normalement, voilà, ils ont changé. Et bon, ça c'est plus cool, parce qu'avant c'était plus compliqué. Dans Theme Overrides, bah dans Color, on peut faire Font Color, on coche ça et du coup ça devient noir. Parce qu'avant, il fallait dans Visibility, Modulate, c'était bizarre. Du coup, voilà. Par contre, elle est un peu plus sur le bas, donc je vais un peu la bouger. Donc pareil, toujours en maintenant majuscule pour que ça reste un peu sur l'axe. Du coup, voilà. Et est-ce que je peux verrouiller ça? Du coup, à chaque fois, je bouge directement le bouton, qui est super. CTRL Z, donc j'ai verrouillé ça à l'intérieur. Je sauvegarde. Et du coup, voilà. Bon, là, il y a marqué n'importe quoi, mais normalement, quand on appuie sur Play, ça va mettre notre question. Et du coup, voilà, posez votre question. Quand on le survole, il y a la texture. Quand on clique, ça s'est un peu augmenté. Le bouton disparaît comme on a demandé. Il y a l'animation, la question revient. Super.
Et ben voilà. Donc on repositionne un petit peu tout. Moi je trouve qu'il y a un peu beaucoup de blanc là-haut. Donc je vais enlever le verrou là-dessus. Je repositionne un petit peu plus ça vers le haut. Voilà. Je vais peut-être rapprocher le bouton et le texte l'un de l'autre. Oula, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Rotation. Oh là là. Voilà, peut-être un peu comme ça. Peut-être plus comme ça. Voilà, on vérifie. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est un peu bas. Est-ce que je peux sélectionner les deux en même temps? Yes, super. Bon, je trouve que le tout est un peu trop haut maintenant. Je suis un peu relou. Mais voilà. On repositionne tout. Et voilà, c'est super. Je relock tous ces trucs-là. Bon, je vais pas tout refermer, on va dire. Pas tout reverrouiller. Mais voilà, je sauvegarde. Et on a terminé notre jeu. Voilà. Alors du coup, avant de passer à la dernière étape quand on termine un jeu qui est l'exportation, que je vais vous montrer juste après, on va terminer quelques améliorations sur le jeu. On va revoir le code, je vais vous montrer comment on peut faire un truc beaucoup plus simple. Et on va parler aussi d'alternatives, parce que moi, à partir de ça, j'avais fait deux alternatives de jeux sur la même base. Et du coup, les modifications qu'on fait au niveau du code pourront nous aider à faire des jeux alternatifs à partir de cette base beaucoup plus simplement. Du coup, on va retourner un peu dans le code vite fait pour résoudre le premier gros problème qu'il y a dans notre jeu. C'est que, en fait, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais à chaque fois, on tombe exactement sur les mêmes réponses. C'est-à-dire que là, je suis sûr que leur première réponse est peut-être. Voilà. Je crois que la deuxième réponse, c'est d'ailleurs peut-être aussi. Non, bon, voilà. C'est peut-être jamais, et après c'est quoi? Oui, ok. Je le referme, ça va encore être peut-être jamais oui. Peut-être. Jamais, et ça va être oui. Voilà. Donc ça déjà, c'est un problème. Alors bon, ça peut ne pas être un problème si vous voulez tricher avec des amis et leur dire « oh là là, je sais pas, ça va être quoi ton destin ?» Et en fait, vous savez ce qui va se passer. Mais voilà, c'est qu'en fait, en vrai, Godot, je crois que ne roule pas vraiment un dé à chaque fois. C'est que il va lire une sorte de liste de chiffres qui va à l'infini. Mais le truc, c'est que cette liste, c'est toujours la même. Nous, on veut que cette liste, elle change à chaque fois qu'on lance le programme. À chaque fois qu'on lance notre petit jeu, on veut que ce soit une liste différente pour que, justement, comme un vrai dé, on ne sache pas sur quoi ça va tomber. Du coup, dans notre code, le premier truc qu'on va faire, en fait, c'est dans Ready, on va utiliser une fonction qui s'appelle randomize. Randomize, voilà. Et en fait, cette fonction randomize, elle fait justement ce que je viens de dire, c'est elle va changer de dé, si vous voulez, ou de liste des réponses du dé à chaque fois que, là, comme on l'a mis dans le Ready, c'est à chaque fois qu'on lance le programme. Une fois au début, voilà. Donc ça, c'est le premier truc qu'on fait pour améliorer notre jeu, parce que là, maintenant, du coup, si je sauvegarde, je peux faire le malin, je sais que ça va être peut-être, mais bon, là, c'est juste une coïncidence, hein, voilà. Hein. Mais là, ça va peut-être pas être jamais. Ah merde. Voilà, là c'est jamais. Voilà, 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 voilà. Aujourd'hui, hein, c'est essayer de me jouer des tours. Hein. Donc, on relance. Là, ça va pas être peut-être. Voilà. Dis donc. Voilà. C'est essayer de me mettre en difficulté. Donc voilà à quoi sert notre petite fonction randomize. Encore une fois, moi c'est un truc, je savais pas du tout que ça existait, cette fameuse fonction, mais c'est quand j'ai réalisé que mes réponses étaient toujours les mêmes, j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé cette solution et je suis très content. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est on va changer notre fonction magie en fait, parce que c'est sympa, mais si par exemple vous voulez changer de jeu et au lieu de dire oui, non, machin, vous voulez faire comme moi j'ai fait, un jeu qui est c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir, et parfois c'est des listes de 20 plats différents que vous pouvez faire, et à chaque fois c'est ok, on va à la ligne, on rajoute un chiffre, voilà, ok, c'est un peu énervant. Et puis après, il faut changer le chiffre ici aussi. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va faire un truc beaucoup mieux. Et puis là, on va voir ce que c'est. On va abstraire un petit peu mieux notre code. Ça me gratte le dé depuis tout à l'heure. Du coup, voilà, donc on va faire ce qu'on appelle une liste. Au lieu d'avoir nos réponses ici, en fait, on va les mettre directement dans notre variable réponse.
Enfin, non, en fait, on va créer comment ça s'appelle, une liste de réponses. Donc, je vais créer var liste de réponses, voilà, et égal, et entre crochets, on va mettre la liste de nos réponses. Et quand on fait des crochets comme ça, on appelle ça une liste ou un tableau. Bah, c'est exactement ce que c'est une liste ou un tableau. Et pour reprendre la petite métaphore de la variable qui est une boîte, là c'est comme si c'est une boîte qui avait plusieurs compartiments, et chaque compartiment a un chiffre, une position, comme une cellule quand vous utilisez un tableau sur Excel ou autre, et ben ça va avoir des coordonnées. Et les coordonnées, bah, c'est là, c'est-à-dire que en fait, à chaque fois au lieu d'à chaque fois associer la réponse à un chiffre ici, en fait, le chiffre va correspondre à une position dans la liste, ou un compartiment dans notre boîte. Voilà. Donc, en fait, on va réécrire notre liste ici. Je vais écrire nom, virgule, espace, voilà, oui. Hop là. Peut-être. Et jamais. Voilà. Du coup, on a nos quatre réponses. Et du coup, tout ça, on peut le virer. Pouf. Voilà. Et vous allez voir, ça va être tellement élégant. Et c'est là où vous allez voir le code, ça peut être beau. Hein. Surtout quand on a fait des trucs vachement moches, parce que moi avant, là, je fais le malin, mais moi, les tout premiers jeux que j'avais fait, quand j'avais des listes avec 20 choix, je savais pas faire ça. Du coup, moi, j'avais des trucs vraiment immenses, vraiment, vraiment moches et dégueux, on peut le dire. Hein. Et après, j'ai découvert cette solution et c'est beau, c'est beau. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et du coup, là, au lieu de mettre match machin truc, on va mettre alors je vais virer ça déjà, on va mettre réponse égale liste réponse, et dans le crochet on va mettre le chiffre magique. Voilà. Alors du coup, voilà, je l'ai noté parce que moi je sais ce que c'est, et puis de toute façon j'ai ma petite note à côté là, mais en gros ce que ça veut dire c'est la réponse est égale à euh, cette position dans la liste magique. C'est-à-dire que si je roule mon dé, bim, j'ai le chiffre 2. Et ben là, c'est comme si on avait écrit liste réponse 2. C'est comme si on avait écrit ça. Bon là, il va pas être content peut-être. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça, pour l'ordinateur, directement, il le lit, il va le lire comme ça, mais ça va être tout de suite lié à ça. Et il fait 0, 1, 2, parce que vous vous rappelez, hein, ça commence à 0. Du coup, c'est peut-être. Donc ça, pour lui, c'est ça et peut-être, c'est la même chose. Du coup, ça, chiffre magique, si le chiffre magique c'est 2, c'est aussi la même chose. Du coup, réponse égale peut-être. Donc vous voyez qu'en une ligne, là, on va s'économiser plein de lignes, parce que là, on avait 8 lignes, parce qu'à chaque fois, il y avait 0 de points à la ligne, machin. Donc là, on s'économise énormément de lignes. Et surtout, ce qui va être vachement cool, c'est que on peut rajouter autant de réponses qu'on veut, et vous allez voir, on n'a pas à chaque fois aussi à se rajouter des lignes. Donc imaginons, je veux rajouter 2 réponses. On va dire redemande moi plus tard, et on va mettre je sais pas, voilà. Donc j'ai 2 réponses de plus. Donc là, on pourrait se dire, bon, allez, on change, on met le numéro 6. Alors on pourrait faire ça, mais on veut encore abstraire un maximum pour qu'on ait le moins de code à modifier, qui soit flexible, qui s'adapte en fait à des changements qu'on fait ailleurs. Donc en fait là, ici, on va pouvoir faire un truc qui est trop cool, que pareil, quand j'ai appris à faire des listes, j'ai appris, c'est il y a une petite fonction qui s'appelle .size, qui s'applique à certains éléments, et la liste, en fait, c'est la taille de la liste. Et en gros, le deuxième chiffre qu'on va donner dans notre rand range, pour lui dire, trouve-moi un chiffre, roule un dé qui va de 0 à 1, tel chiffre, et bien en fait, ce chiffre 1 là que j'ai dit, ça va être la taille totale, la taille de notre liste. Et là, la taille de notre liste, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 compartiments. Et du coup, ça, pour lui, c'est égal à 6. Donc, si par exemple, je rajoute un truc, je dis... arrête de me poser des questions. Voilà. Et ben, j'ai pas besoin de changer le chiffre là. Il change pas automatiquement, mais c'est juste que ça demande la taille, et la taille, elle a changé, donc il change automatiquement. Vraiment, voilà, quand même. Donc voilà. Donc aussi à bien faire attention, parce que bon, moi j'ai
j'ai utilisé ce que Godot m'a proposé, hein. Size, là vous voyez, il y a 3 parenthèses fermantes d'un coup. Alors je vais zoomer pour qu'on voit un peu mieux, j'aurais peut-être dû faire ça d'ailleurs dès le début pour le tuto. Ça c'est la parenthèse ouvrante de size, parenthèse fermante de size. Ça c'est la parenthèse fermante du rand range, et ça c'est la parenthèse fermante du int. Donc il y en a 3 qui ferment d'un coup. Donc c'est normal, s'il y en a beaucoup, c'est comme ça. Voilà. Donc ça c'est le deuxième truc que moi je voulais faire pour comment ça s'appelle, améliorer notre jeu. Donc là, vous allez voir, si vous avez des modifications à faire, ça se passait tellement plus vite. Et surtout, si vous voulez reprendre cette base et refaire un jeu totalement différent avec vos propres graphismes et tout, et ben, vous avez une liste de réponses, voilà, que vous pouvez appeler autre chose si vous voulez, hein. Par contre, si vous changez le nom liste réponse, vous voyez que quand je le sélectionne, Godot est super cool, franchement. Vous avez de la chance. Et mis en surbrillance les autres endroits où il y a cette variable-là, ou ces mots en tout cas. Et du coup, si vous changez le nom de votre variable ici, il faut forcément les changer ailleurs, parce que, de toute façon, il va vous mettre une erreur, il va dire, si je change ça et je mets réponse, liste réponse, parce qu'en vrai, il y a plusieurs réponses, mais bon, c'est pas grave. Là, il dit, bah, là, il y a une erreur, et là, il dit, l'identifiant liste réponse, bah, on sait pas ce que c'est, ça n'a pas été déclaré, parce qu'en effet, c'était autre chose qui a été déclarée, alors ça se ressemble, parce qu'il y a un S, mais voilà. Donc il faut la changer partout, votre variable, quand vous changez un nom. Du coup, voilà. Et le dernier truc, en vrai, ça sert un peu à rien. Euh, mais, euh, mais moi, je voulais le faire histoire que ce soit un peu plus clean. Je vais créer 2 autres fonctions à la fin. Je vais créer la fonction, comment dire, question. Et comme vous le devinez, en fait, tout ce qu'il y aura dedans, c'est tout ce qui va être lié à la question. Et la fonction réponse. Oups, je fais n'importe quoi. J'ai toujours n'importe quoi, voilà. 2 points, voilà. Et du coup, en fait, ça, c'est quand on veut la réponse. Quand on clique sur le bouton, on veut la réponse. Donc tout ça, je vais le virer. On met dans réponse. Voilà. Et du coup, quand on appuie sur le bouton, on demande réponse. Donc là, il faut faire attention parce que si je note rien, il va être d'accord. Mais en vrai, on veut réponse, la fonction réponse. D'ailleurs, si on veut, voilà, on va mettre un R majuscule. Comme ça, on ne se trompe pas. On sait que quand il y a une majuscule, c'est pas la variable, c'est la fonction. Pop, pop, pop. Là, il me dit, ouais, il y a. Comment dire. Il n'y a rien dans question, donc t'inquiète pas, ça arrive. Voilà. Ça, je le coupe, je le colle ici. Voilà, et du coup, ici, bah, j'appelle ma fonction question. Et voilà, il est content. Donc bon, en soi, ça change rien, hein. Le code, il fonctionne exactement de la même manière, parce que quand on appuie sur le bouton, il lance réponse à la fonction comme un sort, et il fait exactement ce qu'il y avait à la place de ça, mais c'est histoire d'avoir un code un petit peu plus clean, machin, enfin c'est, voilà, comme ça je répertorie bien mes choses, si je veux changer l'ordre des machins, je peux, enfin voilà, ça c'est juste moi, parce que je voulais un peu que mon code il soit un peu plus propre, voilà, c'est tout. Et voilà. Donc on a fini de tout nettoyer. Le dernier, non, dernier petit truc à savoir, c'est... qu'est-ce que je veux dire euh, Ouais, non, je sais pas. Du coup, pop, 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 le dernier truc, c'était aussi pour vous dire si, par exemple, vous avez des réponses très longues, comme moi j'ai dû faire. On va voir. Si, voilà, par exemple, voilà, ça fait ça. C'est parce que ici, en fait, il faut cliquer sur Autorap qui va automatiquement en fait mettre à la ligne. Alors du coup, peut-être que c'est pas assez grand, donc là je vais euh, agrandir cette zone-là. Hop là, du coup c'est plus du tout centré, c'est un peu chiant d'ailleurs. Donc je vais refaire disposition. Ah, centré. Oh non, qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça fait ça d'ailleurs? Bon, c'est pas grave, on va faire centrer tout au centre et je le rebaisse un petit peu. Voilà. Je peux même un peu l'agrandir comme ça de toute manière. Le bouton réponse va disparaître après.
Du coup, voilà. Non, d'ailleurs, je vais pas le mettre si haut. Parce que sinon, ça va rentrer dans la boule. Enfin bon, du coup, maintenant... Bon, je sais pas si je vais avoir la bonne réponse. Voilà, ça va à la ligne et voilà. Donc ça, le auto-wrap, c'est assez utile pour ça. Donc ça, c'était le dernier truc dont je voulais vous parler. Donc là, on arrive à la dernière étape. Ah non, oui, non. Juste avant, je voulais du coup vous montrer moi, les différents jeux que j'avais fait. J'ai fait 2 autres versions. Voilà, donc j'avais changé. C'est pour ça que je vous ai fourni d'autres graphismes, si vous voulez. C'est que faire à manger, réponse du recurry. Donc là, j'avais fait juste une liste de plein d'autres réponses aussi, où j'avais fait qui va faire la vaisselle. Et voilà, quand on clique, bah, il y a une liste de noms de personnes pour savoir qui va faire la vaisselle après avoir fait à manger. Donc voilà, c'était des petits jeux rigolos à faire, notamment pendant le confinement. Du coup voilà, donc maintenant qu'on a notre jeu... Alors non, qu'est-ce que je dis? Là, je suis dans lequel? Je suis dans lequel? Hop, 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 hop. Ouais, non, ça c'est l'autre. Donc ça c'est celui qu'on fait depuis tout à l'heure, voilà. Pour exporter le projet, en fait, il va falloir télécharger un petit truc. Voilà, c'est dans... pop, 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 gérer les modèles d'exportation. Donc voilà, moi je les ai pas téléchargés en plus parce que j'ai changé de version de Godot juste avant de faire cette vidéo là. Du coup, en fait, c'est quand on veut exporter, bah, faut télécharger un petit truc qui va en fait travailler pour l'exporter en fonction de vers où vous l'exportez. Parce que vous pouvez exporter vers votre ordinateur. En fait, l'idée de l'exporter, c'est de pas avoir à lancer Godot et appuyer sur le petit bouton play. Comme ça, vous pouvez le lancer directement de votre ordinateur, vous pouvez partager ça à des amis, vous pouvez le mettre sur des ordinateurs de la médiathèque, et vous pouvez même exporter pour iOS et Android, donc pour les avoir sur des portables. Alors moi ça, je l'ai jamais fait, donc il faudra regarder comment ça fonctionne. Je ferai peut-être une vidéo qui parle de ça plus tard si ça vous intéresse. Mais voilà, du coup, voilà, il y a plusieurs endroits où on peut télécharger. Moi, je vais juste dire télécharger et installer. Alors ça pèse assez lourd, mais moi j'ai une bonne connexion internet. Du coup c'est rapide. Ouais, c'est beaucoup plus gros que Godot ça pour le coup. Mais bon, c'est que utile si vous voulez exporter votre jeu. Et la raison pour laquelle c'est lourd, c'est parce qu'il faut que ça puisse justement gérer les langages machines de chaque machine différente. Du coup voilà. Du coup c'est bon. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à faire. Du coup, voilà, fermé. Donc une fois que vous avez fait ça, c'était dans l'éditeur, gérer les modèles d'exportation, je crois que c'est dans projet et exporter. Et là maintenant, en fait, il y a marqué pré-réglage, donc il faut juste ajouter un pré-réglage. Donc là, il y a plein de pré-réglages différents en fonction de ce que vous voulez. Donc si vous voulez aller sur iOS, bah voilà, il faut. Donc là, il va vous dire, ah ouais, bon, il y a des trucs qui manquent. Donc encore une fois, moi je vous ai dit, je l'ai jamais fait, je sais pas comment le faire. Du coup, je vais le jeter. Voilà, je jette le pré-réglage. Je vais utiliser le pré-réglage Linux parce que moi, je travaille sous Linux. Donc voilà, sur mon ordinateur, je veux que ça puisse fonctionner dessus. Le nom, ça c'est le nom du pré-réglage, je crois. Voilà, on va mettre CTRL Z, voilà, ça reste hop comme ça. Et le chemin d'exportation, c'est ici, c'est très bien. Et le nom du fichier, on va l'appeler boule magique. Non, magique, comme ça. Enregistrer. Il y a plein de trucs qu'on peut changer. On peut exporter le projet. Avant d'exporter, non, il y a un petit truc qu'on va vérifier. Juste vérifier que dans les paramètres du projet, tout est bon. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est là, ici, en fait, l'icône. Par défaut, quand on crée un projet dans Godot, il y a un icône, il y a marqué icône.png dans le système de fichiers. C'est l'icône qui va s'afficher là dans votre doc ou dans la barre qui est en bas dans Windows, je sais pas comment ça s'appelle déjà dedans, ou sur votre téléphone si vous voulez exporter sur votre téléphone. Par défaut, c'est l'icône de Godot qui est ici. Moi, je veux pas utiliser ça. Voilà, on va effacer ça. Donc, dans projet, paramètres du projet, là en haut, on peut donner un nom, c'est le nom qu'on a donné au tout début. On peut mettre une petite description si on veut. Et dans icône, voilà, on peut changer. Soit vous sauvegardez un truc qui s'appelle icône.png exactement à cet endroit-là, et comme ça vire celui-ci, et vous n'avez pas besoin de changer ce lien. Soit vous pouvez le charger. Et moi, je vais aller dans les ressources, et je vais choisir la boule ici, ouvrir. Et du coup, c'est ça mon icône. Et voilà, donc fermé. Donc maintenant, quand je vais faire projet exporter, et l'icône de mon petit projet, parce qu'on peut pas le sélectionner là, sera exporté avec.
Du coup, je vais faire exporter le projet. Ça exporte ici. Ça reconfirme que c'est bien ici que vous voulez. C'est bien ça le nom du fichier. Ok, enregistrer. Plop, 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 plop. Et ça a exporté. Ça a été rapide. Alors, hop là. Alors non, moi, c'est pas ici. C'est... où est-ce que je l'ai? Hop, hop, hop. C'est dans dossier personnel, boule magique. Voilà, c'est ici dans dans la danse. Ça l'a sauvegardé ici. Moi, il est ici, là, mon exécutable pour Linux. Donc moi, parfois, il faut... Non, c'est bon, il a déjà été fait. Donc je double-clique dessus. Et voilà. Ça a été lancé. J'ai mon petit... Je sais pas pourquoi il est marqué debug, par contre. Mais j'ai mon petit jeu qui fonctionne. Sans Godot. D'ailleurs, je vais fermer ça pour vous montrer que ça fonctionne bien sans Godot. Quitter. Voilà. Comme ça, hop. Et je vais quitter l'autre Godot aussi, là, mon autre version que j'utilisais comme exemple. Comme ça, je double-clique. Et voilà. J'ai mon petit jeu. Ça, je le cache comme ça. Voilà, hop. Et on peut continuer à jouer au jeu. Et du coup, pour terminer, hein, parce que là, on a vraiment tout terminé. Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que tout le monde est satisfait? Peut-être. C'est une boule qui reste toujours sur les... Pas me donner de réponse très claire. Mais voilà, du coup vous avez vu la base de Godot, vous êtes familiarisé avec son interface, un peu avec les étapes pour créer un jeu de A à Z. Bon, moi je vous ai fourni les ressources, mais maintenant, bah, il n'y a plus qu'à. Hein, vous savez que je vous incite à, à utiliser des logiciels de création de visuels, notamment comme Inkscape et Krita. Bah, faites des visuels pour ce petit jeu là, changez-le, réappropriez-vous le jeu, mettez une typo différente, faites en sorte que ce soit pas juste une boule magique et un autre jeu complet. Et puis voilà. D'ailleurs, à savoir, moi j'ai fait les graphismes, là, tout ce qu'il y a dans les ressources sur Inkscape. Mais j'avais fait un autre petit jeu aussi avec Krita, plutôt avec un style pixelisé. Mais voilà, du coup, vous prenez des choses avec. Enfin, des logiciels et des outils avec lesquels vous êtes à l'aise. Et amusez-vous bien. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce petit atelier tuto, s'il fonctionne en médiathèque, s'il fonctionne pas, qu'est-ce qui a été difficile pour vous dans le tuto, est-ce que j'ai été trop rapide sur certains points, et si vous en vouliez d'autres. Hein. Moi, je songeais faire un autre tutoriel sur Inkscape. J'avais fait une formation en fabrique, mais tout le monde n'a pas pu être là. Du coup, je m'étais dit que j'allais peut-être aussi enregistrer tout ça au format vidéo. Enfin, peut-être que je regarde la caméra et pas mon écran. C'est bien au bout de tout ce temps-là. Et aussi pour montrer sous Krita, parce que sur Krita on peut faire des petites animations image par image, donc c'est plutôt sympa si on veut animer par exemple cette boule. Du coup voilà. Donc amusez-vous bien, bonne création et bons ateliers, et à bientôt.